Chers amis, je vous salue. Conformément à la promesse que je vous ai faite, voici venu pour moi le moment de délivrer la vidéoconférence promise sur la question de la manipulation génocidaire de l'ethnicité par l'élite politique de mon pays natal, le Cameroun. Je vous souhaite d'ores et déjà à tous ici la bienvenue. Que vous soyez à Maroua, Kousséri, Garoua, Ngaoundéré, Mora, que vous soyez à Tibati, à Bagno, à Bertois, à Béteré-Oya, que vous soyez à Yaoundé, à Mbalmayo, à Obala, à San Melima, que vous soyez à Bachenga, que vous soyez à Batouri, que vous soyez à Bafoussam, que vous soyez à Bamenda, que vous soyez à Tiko, Mouyouka, Limbe, que vous soyez à Douala, Yabassi, que vous soyez à Penja, à Manjo, en Konsamba, que vous soyez à Melon, que vous soyez à Yokadouma, que vous soyez à Kribi, à Yoko, à Betareoya, dans tous les patelins où cette conférence peut vous parvenir, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à toute la diaspora camerounaise, désormais attachée à ces conférences, à toute la diaspora africaine, désormais attachée à ces conférences. Je rappelle que l'objet de notre communication du jour, c'est le phénomène de la manipulation génocidaire de l'ethnicité au Cameroun. Je salue les diasporas camerounaises des États-Unis, de France, d'Europe en général, d'Asie, dont me sont parvenus beaucoup de messages d'encouragement. Et comme vous le savez, si vous tenez à la qualité de cette vidéoconférence, vous devrez vous efforcer de produire souvent des émoticônes afin d'en protéger la qualité vidéo contre les cyberactivistes du régime Biya qui bien sûr s'activent pour nous empêcher de nous exprimer. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui 8 février 2019 et beaucoup des filles et fils de ma patrie adoptive, la Côte d'Ivoire, se seraient attendus que je commence aujourd'hui par aborder le grand événement du jour à Abidjan. Je leur demande de prendre leur mal en patience. Demain, samedi 9 février, à 20 h, heure d'Abidjan, je consacrerai une conférence à part entière à l'analyse du grand événement historique de la démission du leader générationnel Guillaume Kigbafori Soro de la direction du Parlement ivoirien, démission qui a eu lieu aujourd'hui, jour historique du 8 février 2019 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale au plateau d'Abidjan. Nous laisserons la nuit porter conseil, afin que demain, ce que nous vous exposerons sur ce sujet soit une réflexion suffisamment froide, lucide, une réflexion dans laquelle vous pourrez voir les axes, je l'espère, de la relève ivoirienne qui, de toutes les façons, est lancée. Pour aujourd'hui, je me focalise donc sur le phénomène de la manipulation de l'ethnicité au Cameroun. Un phénomène qui a été fortement aggravé par l'intervention scandaleuse d'un nouveau ministre du gouvernement camerounais, l'avocat Jean de Dieu Momo, précédemment connu comme président d'un petit parti politique de la place au Cameroun, le PADEC, et d'ailleurs connu à un moment donné pour s'être affiché parmi les opposants prétendus du régime de M. Biya qu'il a décidé de servir aujourd'hui. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue et je voudrais énoncer d'abord, au départ de cette conférence, une révérence et une pensée d'émotion intense, de fraternité intense pour le président de la République du Cameroun, élu dans les urnes du 7 octobre 2018, son Excellence le professeur Maurice Kamto,
qui aujourd'hui, avec certains de ses compagnons et conseillers, croupit dans les cellules du dictateur, bientôt quarantenaire du Cameroun, M. Paul Biya, qui est, comme je vous l'ai expliqué lors de ma précédente conférence, le président de facto de la République du Cameroun, lequel président de facto, on le verra, se servant d'une armée fortement ethnicisée, dispose aujourd'hui de la liberté du président de jouer, du président élu dans les urnes par le peuple camerounais le 7 octobre, et on le sait, il n'en disposera pas pour longtemps, car ce peuple qui a repris le chemin de l'éveil ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Je voudrais ici lui adresser, si jamais du fond de la cellule du CED de Yaoundé, où on nous dit qu'il a été déféré avec ses compagnons, je voudrais adresser au président de la République élu, le professeur Maurice Kamto, mes profondes révérences, ma profonde reconnaissance pour le fait qu'il sacrifie sa liberté, qu'il sacrifie sa tranquillité, qu'il sacrifie sa sécurité pour incarner aujourd'hui la résistance du peuple camerounais contre l'oppression, s'inscrivant ainsi dans la lignée des grands Camerounais de l'histoire. Je voudrais ici adresser également, une fois de plus, mes pensées solidaires à tous ceux qui, dans le mouvement citoyen camerounais, subissent ce soir, dans leur chair, dans leur esprit, dans leur âme, eh bien, les affres de la violence répressive, barbare, aveugle du régime Biya, laquelle violence vient de valoir à ce régime le retrait de l'assistance financière américaine au financement de ses moyens répressifs. Laquelle violence continue encore de passer sous cap dans une République française dont le chef, le président Emmanuel Macron, président de mon second pays adoptif, la France, est aujourd'hui co-responsable du drame qui a lieu au Cameroun, dans la mesure où il est la première puissance internationale à avoir ouvertement apporté sa reconnaissance à un homme politique qui se reconduisait à la tête de l'État à l'issue d'une mascarade électorale avérée. Une mascarade ubuesque, de plus et de trop. Cette France politique qui est donc responsable et co-responsable aujourd'hui des crimes que commet le régime de M. Paul Biya contre le peuple camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest, cela depuis plus de 2 ans, et maintenant contre le peuple camerounais dans toutes les régions de ce pays, uniquement parce que ce peuple veut récupérer un petit minimum, ses libertés fondamentales. Manifestation, association, réunion, expression, liberté de pensée, liberté d'opinion, qui aujourd'hui au Cameroun sont devenues en réalité la denrée la plus rare que notre histoire ait jamais connue. Je salue donc tous ceux-là qui, dans le chaudron de l'action, payent cher pour toutes les libertés de ce peuple. La conférence que je voudrais délivrer sur le phénomène de l'ethnicité, chers amis, et je vous salue individuellement, chers frères et sœurs, des 4 coins du monde, cette conférence obéira à 3 plans, à un plan en 3 parties. Dans la première partie de cette conférence, je voudrais rappeler ce que c'est que le phénomène ethnique au Cameroun, en particulier en Afrique en général, et la manière dont la colonisation a redessiné le phénomène ethnique. Il me semble qu'on ne peut rien comprendre à ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun si on ne repart pas dans la naissance, à la source de la naissance des États africains, notamment d'Afrique francophone, dans le cas du Cameroun, de l'État du Cameroun tel qu'il existe aujourd'hui, et comment est-ce que le geste colonial d'administration, de contrôle du territoire s'est accompagné d'une reconfiguration du phénomène ethnique. Si on ne comprend pas cela, on ne peut pas comprendre ce qui sera la deuxième partie de ma conférence, à savoir l'appropriation de la manipulation ethnique par l'État postcolonial, c'est-à-dire l'État héritier de la puissance coloniale. En réalité, dans la deuxième partie de cette conférence, je vais vous parler de ce qu'on a appelé et qu'on appelle encore au Cameroun la soi-disant politique de l'équilibre régional. Une politique que j'ai toujours dénoncée parce que c'est une politique qui, en réalité, je vais le montrer, récupère les présupposés de la domination coloniale et raciste qu'a subi l'Afrique et les utilise dans la reconfiguration de l'acte de gouverner et d'administrer au quotidien. Et puis, dans un troisième moment, je vais vous indiquer comment aujourd'hui des entrepreneurs politiques, et en particulier le pouvoir de M. Paul Biya, fait de la diversité ethnique une variable d'ajustement et d'auto-légitimation.
permettant de compenser artificiellement son déficit démocratique. C'est-à-dire que je vais vous montrer que, en réalité, la manipulation de l'ethnie est une manière pour le régime, qui se sait illégitime parce que non élu par le peuple, de récupérer par le jeu des oppositions locales, des oppositions géopolitiques nationales, récupérer une certaine capacité de nuisance qui lui confère une sorte de légitimité par la terreur, une légitimité par le clientélisme, une légitimité par l'exploitation des tensions suscitées et entretenues pour paralyser les énergies nationales, les énergies citoyennes, et en réalité imposer une république des ethnies là où on devrait construire logiquement une république des citoyens. Si vous m'avez bien compris, vous êtes déjà 400 personnes à participer à cette vidéoconférence ce soir. Si vous acceptez ce plan en 3 parties, je vous invite d'ores et déjà à partager. Car en réalité, je vais m'attacher rigoureusement à décrypter chacun de ces moments. Le premier moment, l'exploitation et la fabrication de l'ethnie pendant la période coloniale. Le deuxième moment, la récupération du phénomène ethnique par l'État postcolonial dans le cas du Cameroun, à travers ce qu'on a appelé la politique de l'équilibre régional, que vous devez bien comprendre. Et puis le troisième moment, la manière dont aujourd'hui, un régime déficitaire d'un point de vue démocratique, installé depuis pratiquement 60 ans, dont pour le dernier président en date, Biya, eh bien, 40 ans pratiquement exercé à la tête de l'État sans une élection démocratique, comment ce régime exploite justement les divisions ethniques elles-mêmes fabriquées et entretenues pour se donner en quelque sorte une puissance de nuisance qu'il n'a pas, parce qu'il n'a pas en réalité le consentement de la population et des citoyens. Ça sera la troisième partie. Si ce programme vous plaît, chers amis, vous êtes à présent 500, eh bien j'imagine que nous sommes déjà à 500 partages. Je vous souhaite la bienvenue. Et puisqu'il est interdit apparemment au Cameroun maintenant de chanter le chant de nos frères ambazoniens, I would like to begin by singing the song of my Ambazonian brothers who are fighting against this ugly regime in Northwest and Southwest, and who are inspiring all the Cameroonian people the fight they have to fight to conquer their freedom. How many people Paul Biya go kill? Oh? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? Oh? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? Oh? How many people Paul Biya go kill? Puisque ça les énerve que nous chantions la même chanson que nos frères ambazoniens, eh bien, chaque fois, nous allons commencer par chanter la même chanson. The Cameroonian people you are killing in Ambazonia, in southern Cameroon, are our brothers and sisters, not only by blood, but also by culture, by history. And we can't accept you, Mr. Biya, continue killing them like you have been killing them since many days. So we shall sing the same songs of freedom through all Cameroon. And President Maurice Kamto has the right to sing the same song with his brother from the southern Cameroon, with his Anglophone brothers who are primarily Cameroonians, who are primarily Africans. Yes, we have the right to sing the song we want, and it is not somebody, a very insignificant person like Minister Momo, the small Minister Momo, coming from that ugly regime, killing our people now, who will be able to forbid us to sing our people freedom songs. How many people Paul Biya go kill? Vous avez le droit de chanter cela matin, midi et soir, jusqu'à ce que ça les rende malades, parce qu'ils ont tué des gens, parce qu'ils tuent des gens, et parce qu'ils veulent continuer à tuer des gens. Bon, j'ai commencé d'abord par violer le soi-disant interdit. Il ne faut pas chanter la chanson des Ambazoniens. Or, ce qu'ils chantent là, c'est vrai. Ils ont raison. Paul Biya tue des Camerounais. Il en a tué dans le nord. Il en a tué dans le sud. Il en a tué dans le littoral. Il en a tué dans le sud-ouest. Il en a tué dans le nord-ouest. Et jusqu'ici, il n'est toujours pas puni. On ne peut pas, d'un côté, en réalité constater qu'un dictateur massacre sa population, et de l'autre interdire à la population ne serait-ce que de pleurer en chantant. Car ce chant est un chant en réalité couvert de larmes. C'est un chant de sang. C'est un chant d'un peuple orphelin,
un peuple contre lequel une armée qui est supposée être la sienne s'est retournée contre lui. Donc n'oubliez pas, notez toujours ce que Paul Biya n'aime pas. Notez toujours ce que ses ministres n'aiment pas et faites-le. Faites-le de toutes les façons possibles. Faites-le avec ruse, s'il le faut, quand vous êtes encerclé par toutes ces vipères et ces crotales qui sont au service d'un régime de sangsues et de zombies. Mais faites-le. Multipliez les contrariétés pour que ce régime ne dorme plus tranquille et que nul dans ce régime ne se dise que le peuple camerounais lui fera encore un crédit, même d'une seconde. Ce peuple doit démultiplier son intelligence, démultiplier sa ruse, démultiplier sa sagesse, son imagination, pour tourner ce régime en dérision et le faire tomber. Car ce régime est un régime anti-camerounais, c'est un régime antipopulaire, c'est un régime inhumain, c'est un régime atroce, c'est un régime qui a échoué socialement, économiquement, qui a échoué à faire rayonner le Cameroun. Vous avez vu la dernière humiliation avec une simple Coupe d'Afrique des nations de football qu'il a été incapable d'organiser. C'est un régime, en réalité, de la médiocratie. Et par conséquent, le peuple camerounais doit déployer son génie multidimensionnel pour déconstruire ce régime, de telle façon qu'il puisse retrouver ses libertés. That is why I have been singing at the beginning of this conference, how many people Paul Biya go kill, oh, how many people Paul Biya go kill. If you share this video, I would like you on your network, on your Facebook network, to sing the same song with our Anglophone brothers in Bamenda, in Buea, in Tico. They have the same fight with us. And together we shall be able to build a new Cameroonian federation, respecting the rights of our Southern Cameroon brothers in a better union, in a more perfect union. Let me tell you that this is the same goal they are fighting for. They are fighting for freedom, for liberties, and they are fighting for the same dignity we need in all Francophone Cameroon. And we are all Cameroonians, and we are all Africans, and we are all human beings. So, excuse me, don't fear to sing the same song of freedom with our people. They don't like these songs of freedoms because they are really songs of freedom. So we have to sing them. If they don't like them, it's for sure because those songs are very true. They are telling them the truth of our lives, the truth of our sufferings. They are telling them the truth of this ugly situation our people has been living for quite half or more than half a century. It is no more possible to continue living in such a political regime. Mes chers amis, vous avez bien compris, la conférence de ce soir, eh bien, j'alternerai de temps à autre le français et l'anglais. Car je veux pouvoir m'adresser le plus amplement et le plus clairement possible au maximum de Camerounais à travers cette conférence qui va porter, je rappelle le thème, sur la manipulation de l'ethnicité. La manipulation de l'ethnicité. Vous comprenez? Voilà. Nous allons maintenant commencer par le premier point. Le premier point de notre conférence de ce soir sur la manipulation du phénomène ethnique au Cameroun, je l'avais annoncé, c'est comment les colons se sont-ils emparés du phénomène ethnique. Je ne serai pas très long, mais vous êtes supposé savoir que lorsque les troupes coloniales, missionnaires, marchands et ensuite militaires, débarquent en Afrique, le plus massivement possible autour du 19e siècle, après leur fameux congrès de Berlin, eh bien, pour débarquer dans les sociétés africaines, dont certaines sont des royaumes, certains sont des groupes tribaux ou des groupes ethniques isolés dans des territoires, il leur faut élaborer des stratégies de division interne. Comme vous le savez, pour dominer sur une famille, par exemple, il faut pouvoir trouver à l'intérieur de cette famille des points de tension que l'on va exploiter pour soumettre toute la famille, en isolant progressivement les maillons les plus faibles, les plus vulnérables, avant d'atteindre les maillons les plus forts. La stratégie coloniale s'est appelée l'art de diviser pour mieux régner. L'art de diviser pour mieux régner. Il faut que vous reteniez que c'est l'art de diviser pour mieux régner qui a été au principe de la politique ethnique des colons. Alors, pour vous en donner une image, rendez-vous compte
qu'à Berlin, en 1884-1885, lorsque les grandes puissances coloniales occidentales se réunissent, elles se partagent l'Afrique au mépris de l'organisation sociologique, culturelle des pays africains. Elles se partagent l'Afrique uniquement à partir de l'idée que, en fonction des richesses naturelles qu'elles ont repérées dans un certain nombre de régions, et de la position de leurs armées respectives sur le sol africain, eh bien, le partage du territoire va se faire selon ces deux critères. Qui c'est qui possède des armées les plus avancées dans un territoire donné? Eh bien, celui-là va pouvoir revendiquer, en plantant son drapeau sur ce territoire-là, revendiquer le contrôle de ce territoire. Et lorsqu'il rencontre une autre puissance ayant planté son drapeau à un autre endroit, on trace la frontière entre les deux. Il faut que vous compreniez comment les frontières sont nées. Les frontières africaines actuelles sont nées aux confins du pouvoir des puissances coloniales. C'est-à-dire qu'une puissance coloniale, avec une armée, des chevaux, des fusils, une armée parfois d'ailleurs qui recrute entre autres des supplétifs africains, elle s'élançait dans un territoire et elle ne s'arrêtait que quand elle croisait une autre puissance coloniale. En tout cas, une armée capable de la stopper. Quand elle croisait une armée capable de la stopper, si c'était une armée africaine, elle essayait de s'organiser pour la vaincre. Si elle ne parvenait pas à la vaincre, la puissance coloniale traçait à l'endroit où l'armée africaine l'avait stoppée. C'est le cas des Éthiopiens, par exemple, qui stoppent l'Italie à Adwa en 1896. Eh bien, la puissance coloniale traçait à l'endroit où elle ne pouvait plus avancer militairement la frontière. Mais lorsque une puissance coloniale, mettons par exemple l'Italie, avance et qu'elle trouve l'Angleterre, quand elle trouve que les soldats anglais sont bien implantés dans un territoire, les deux puissances tracent, au lieu de leur rencontre, la séparation des deux territoires. Donc sachez très bien que les frontières entre l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, l'Afrique espagnole, l'Afrique italienne, parce qu'il y a eu une Afrique italienne, avec la Libye, avec une partie de l'Éthiopie qu'ils tentaient de conquérir, avec une bonne partie de la Somalie. Il y a eu une Afrique italienne. Eh bien, toutes ces Afriques ont été tracées par les points de rencontre entre les armées coloniales. Alors, donc en fait, lors du partage de Berlin, il n'a jamais été tenu compte de la composition et de l'organisation sociologique réelle des pays africains. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, d'une manière ou d'une autre, obtenir que les pays soient des ensembles homogènes. Par exemple, des ensembles de royaumes qui avaient déjà l'habitude de vivre ensemble. Ce n'était pas ça le critère. Le critère, c'était la puissance qui a lancé une armée à l'intérieur du sol africain, ou est-ce qu'elle est arrêtée par une autre puissance? Il faut que vous compreniez cela. Une fois donc que les grandes puissances se sont partagées globalement le territoire africain en zones anglophones ou britanniques, zones francophones ou françaises, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, lorsque les lusophones, avec l'Angola, le Mozambique, etc., obtiennent leur zone, le Cap-Vert ont leur zone, le Portugal, etc., tous ces États ayant fait cela, ils ont maintenant un problème. C'est que comme les frontières sont arbitraires, c'est-à-dire qu'elles ont été déterminées par les limites de leur puissance réciproque, maintenant il va falloir arbitrer à l'intérieur de ces frontières des populations assez diversifiées. Des populations qui n'ont pas forcément les mêmes mœurs, qui n'ont pas forcément exactement les mêmes traditions politiques, quoi qu'en dise Cheikh Anta Diop, qui pensait que l'essentiel des peuples africains avaient au fond la même culture. C'est une thèse qui est relativement vraie pour un certain nombre de traits de culture, mais par beaucoup d'autres aspects, un pays comme le Cameroun, avec une mosaïque de 250 environ groupes ethniques, comme le disent les linguistes, eh bien un tel pays était déjà un territoire, même politiquement, économiquement, géographiquement, culturellement, très diversifié à l'interne. Donc les colons vont avoir un problème. Comment on gère des États qui sont nés de facto, des États de facto? Quand vous créez des États de facto, comment vous les gérez? Puisque vous ne les avez pas créés à partir d'un acte consensuel de droit, engageant les peuples à choisir, en quelque sorte, leurs droits et à s'autodéterminer par eux-mêmes. Vous avez constitué ces États par la force des armes, la force des baïonnettes. Mais comment vous allez pouvoir les gérer? Si vous êtes des colons, pour ainsi dire éclairés, vous allez tenter de promouvoir une égalité interne entre tous les citoyens que vous avez rassemblés de force à l'intérieur de ces États arbitrairement tracés. Mais comme le colonialisme a comme principe l'exploitation des richesses du territoire colonisé, et non pas la promotion des libertés du peuple colonisé,
Comme le principe du colonialisme, c'est au besoin l'extermination du peuple colonisé en vue de l'exploitation de ses richesses, ou en tout cas l'inféodation du peuple colonisé qui devient un peuple d'esclaves, un peuple d'ouvriers, un peuple de prolétaires au service de la puissance coloniale, il s'ensuit que nulle part le colon ne va délibérément choisir de promouvoir l'égalité entre ses membres, entre les membres de son territoire. Le colon, de facto, va donc également promouvoir à l'intérieur de la colonie des hommes de facto. Et il va combattre tous ceux qui veulent promouvoir une souveraineté des peuples. Il faut que vous compreniez qu'à partir de là, le colon décide d'exploiter la diversité ethnique pour paralyser les revendications de souveraineté collective à l'intérieur de ces territoires. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé au Cameroun. Dans le cas du Cameroun, ce qui va se passer pendant la période coloniale, c'est que lorsque il y a un grand mouvement de revendication de souveraineté qui va se lever, ce mouvement s'appelle principalement l'Union des populations du Cameroun, de Ruben Oumniobé, c'est un mouvement multiethnique. Il est implanté dans le nord, il est implanté dans le sud, il est implanté dans le centre, il est implanté à l'ouest, il est implanté à l'est. Écoutez la conférence que donne le Mpodol Ruben Oumniobé en 1952 à l'Organisation des Nations Unies, présentant le mouvement au nom duquel il parle et les associations issues de tout le territoire camerounais qu'il vient représenter ce jour-là. Lorsque l'Union des populations du Cameroun apparaît comme le mouvement indépendantiste, lequel mouvement indépendantiste est d'ailleurs connecté à tous les autres mouvements indépendantistes les plus importants d'Afrique francophone, rassemblés dans le Rassemblement démocratique africain, RDA. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que Franklin Nyamsi soit l'un des compagnons de lutte d'un Guillaume Kigbafori Soro, leader générationnel africain de Côte d'Ivoire. Mais ils ne savent pas que de très longue date, les synergies entre les combattants de la liberté africains avaient déjà eu lieu. La génération qui essaye d'obtenir les indépendances des années 50 et 60 va créer le Rassemblement démocratique africain, qui est une internationale panafricaine pour l'indépendance africaine. Mais pour rester au Cameroun, les leaders de l'Union des populations du Cameroun, qui pendant un moment est membre du Rassemblement démocratique africain, comme le PDCI-RDA, comme des partis du Mali, du Niger, du Sénégal, etc., eh bien, et même de la Guinée-Conakry, eh bien, ces leaders-là sont multi-ethniques. Mais ils ne revendiquent pas le pouvoir au nom d'une ethnie. Ils ne revendiquent pas le pouvoir au nom d'un groupe ethnique particulier. Ils revendiquent le pouvoir au nom de l'Union des populations du Cameroun. La décision coloniale est donc, en réalité, dès les années 40-50, de tout faire pour que n'apparaisse pas un mouvement souverainiste, un mouvement indépendantiste, multi-ethnique et transethnique, un mouvement véritablement national. La stratégie coloniale consiste à privilégier des chefs de facto qui ne sont pas populaires dans le pays, qui ne représentent pas la diversité de la population, mais qui vont servir en quelque sorte, en réalité, les intérêts de la renégociation truquée de l'indépendance. C'est-à-dire, en réalité, que ces roitelets de pacotille, ces chefs de pacotille choisis par la puissance coloniale, dans le cas du Cameroun, la puissance coloniale française, eh bien, ils auront pour fonction de signer avec la puissance coloniale française des accords de coopération économique, de défense, qui assureront à la puissance coloniale française un accès prioritaire aux richesses du sol, du sous-sol et des mers du Cameroun, tout en sous-traitant la gestion administrative de la colonie par un gouvernement qu'on peut appeler alors à ce moment le gouvernement néocolonial. Les gouvernements Okala, Mbida, Ahidjo et Biya sont nés de cette stratégie coloniale. La stratégie coloniale française au Cameroun a toujours été de veiller à ce que ceux qui dirigent le Cameroun ne soient pas représentatifs de toute la diversité de la population camerounaise. C'est-à-dire que ces gens-là ne puissent jamais pouvoir bénéficier ou être contrôlés par le peuple camerounais souverain à travers des élections démocratiques. Parce que si les régimes Ahidjo et Biya étaient surveillés par le peuple camerounais, si le peuple camerounais avait la possibilité de démettre un président de la République par des élections, eh bien, ce peuple pourrait prendre des décisions qui seraient défavorables envers l'exploitation éhontée de ses richesses depuis le temps colonial jusqu'à ce jour. Il s'ensuit que la colonisation exploite le phénomène ethnique pour s'assurer dans le pays des divisions empêchant l'expression directe de la souveraineté populaire.
Le colonialisme français au Cameroun s'efforce donc de figer dans les années 40 et 50 les catégories ethniques et de tout faire pour que les leaders politiques camerounais soient tous, d'une manière ou d'une autre, enfermés dans une ethnie ou dans une région du Cameroun. On va commencer par tout faire pour donner le sentiment que l'Union des populations du Cameroun, c'est uniquement le parti des Bamileke et des Bassa. On va tout faire pour enfermer ce parti, ce mouvement indépendantiste national, multiethnique, on va tout faire pour le cantonner dans une région. On va ensuite tout faire pour empêcher, jusqu'à ce jour au Cameroun, que se tiennent de véritables élections transparentes, démocratiques et exemplaires. C'est-à-dire, en réalité, on va empêcher le peuple camerounais, dans sa diversité, d'exercer sa pleine souveraineté. Donc le peuple camerounais ne choisira jamais librement ses dirigeants. Ces dirigeants seront toujours imposés par la ruse, par le mensonge, par la violence, avec la couverture de la puissance tutélaire française. Vous devez comprendre cela. Ça, c'est la géopolitique coloniale. Alors, puisque l'Union des populations du Cameroun, dans les années 40, 50, 60, est fortement implantée autour de Douala, est fortement implantée dans le pays Bamileke, est fortement implantée en pays Bassa, la puissance coloniale va décider de promouvoir, à la tête de son carteron politique, une sélection ethnique favorisant ce qu'on peut appeler un duo soi-disant entre le peuple Béti, le peuple des Béti, dans lequel on va mettre les bouleaux éléphants, et le peuple Peul du Nord, celui du président Amadou Ahidjo. On va tenter de sélectionner des élites à l'intérieur de ces peuples-là et d'opposer l'alliance de ces élites comme étant l'alliance dominant toutes les élites ethniques du pays. Globalement, on va dire, M. Ahidjo et ses alliés dans le centre-sud, choisis par les Français, seront les seuls habilités à sélectionner dans les groupes ethniques nationaux camerounais ceux qui peuvent gouverner avec eux. C'est-à-dire ceux qui acceptent d'adhérer aux accords secrets de défense, aux accords secrets de coopération, aux accords économiques, qui en réalité sont en défaveur du peuple camerounais. La géopolitique ethnique est née de la volonté de la puissance coloniale d'empêcher le peuple souverain de décider, de choisir ses dirigeants. Si l'Union des populations du Cameroun, qui était un vaste mouvement d'émancipation à la taille du territoire, avait pris le pouvoir, elle aurait mené des politiques de développement intégral à l'échelon national qui auraient progressivement liquidé en réalité le tribalisme traditionnel qui existe entre les peuples du monde entier, que ce soit ici en France entre les Normands et les Bretons, entre les Bretons et je ne sais pas, les Cauchois, entre les Cauchois et les Ch'tis, il existe en réalité des pratiques tribalistes dans toutes les ethnies et les groupes du monde. Ce n'est pas ça le problème. Mais il faut que vous compreniez que la variable ethnique a fait l'objet d'une manipulation. Une manipulation coloniale fondamentale. Parce que le mouvement indépendantiste était fortement implanté en pays Bassa et Bamileke, on va tout faire pour non seulement isoler le leadership du mouvement indépendantiste dans ces pays-là, mais empêcher le leadership de Félix Moumié, de Ruben Oumniobé, d'Osende Afana, etc. d'émerger. On va favoriser un leadership sélectionné dans le centre-sud et dans le nord, et on va créer une alliance fondamentale qui chapeaute le sommet de l'appareil d'État et qui a vocation à choisir et à trier à l'intérieur de tous les groupes ethniques du Cameroun des subalternes qui acceptent de cautionner l'exploitation du peuple contre le peuple. Ça, c'est la géopolitique coloniale. Et le discours du colonel Lamberton, stigmatisant en particulier le peuple bamileke, fait partie de cette stratégie de manipulation coloniale. Nous sommes toujours dans la première partie de cette conférence. Le colonel Lamberton, dans les années 50-60, est connu pour avoir diffusé des idées. L'une de ses idées les plus connues et les plus tristement célèbres est qu'au moment où les Français quittent officiellement le Cameroun, alors qu'ils y sont restés officieusement, à travers les accords de coopération, de défense, etc., eh bien, les Français quittent le Cameroun en ayant un caillou dans leurs chaussures. Ce caillou dans leurs chaussures, il est désigné, c'est le peuple bamileke et son allié, considéré alors par la stratégie française, le peuple Bassa. Cette désignation, qui est typique de la stratégie coloniale de division pour mieux régner, va avoir un double effet. Elle va avoir un double effet. Premier effet, la propagande coloniale française va essayer de liguer
les autres ethnies du Cameroun contre ces deux ethnies considérées comme naturellement rebelles. Alors qu'en réalité, le mouvement indépendantiste concernait l'indépendance de tout le monde et la capacité de toutes les populations du Cameroun de bénéficier des richesses du sol camerounais, des mers camerounaises, des côtes camerounaises. On va donc essayer de liguer le reste du Cameroun contre ces peuples, ces groupes ethniques considérés comme des groupes de maquisards, des groupes de rebelles. Ça, c'est la première stratégie. Deuxièmement, on va essayer de mettre dans la tête des membres de ces groupes ethniques, c'est-à-dire des gens qui viennent du pays Bamileke ou Bassa, qu'ils sont mis en demeure de choisir. Soit ils sont de bons Bassa ou de bons Bamileke, et dans ce cas, ils se soumettent au pouvoir choisi par la France, et alors ils pourront être cooptés et participer à la grande escroquerie des accords de défense et de coopération injustes envers les populations du Cameroun. Soit alors, ils refusent d'adhérer à cela, et on va les appeler maquisards, et on va les appeler rebelles, et on va les écraser en tant que tels. Une guerre qui, selon le travail de Théophile Tatitsa, de Manuel Domergue, le fameux livre Cameroun, une guerre cachée, coûte au peuple camerounais au moins 1 demi-million de personnes assassinées. Entre 1955 et 1971, dans une guerre d'écrasement du mouvement indépendantiste, du mouvement souverainiste transethnique. Donc en fait, les colons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ont désigné des groupes ethniques à la vindicte populaire d'autres groupes ethniques pour pouvoir s'assurer qu'ils pourraient toujours continuer par la manipulation de cette opposition le contrôle des richesses du Cameroun, mais les colons ont introduit dans le crâne des gens les moins prudents l'illusion qu'ils étaient vraiment le groupe ethnique qu'on décrivait. C'est-à-dire qu'on va faire croire, par exemple, au Bassa, que lui, c'est quelqu'un qui se promène avec un timbre dans sa poche et qu'il a vocation à porter plainte tout le temps, même si c'est qu'il va perdre. On va lui instiller cette psychologie du juridisme, le juridisme absconce. Et certains vont se mettre à revendiquer cette tendance au juridisme absconce comme étant une qualité ethnique. On va instiller dans la mentalité de citoyens camerounais issus du groupe ethnique, d'ailleurs très disparate et très hétérogène, dit des Bamileke, on va tenter de leur mettre dans le crâne, à ceux qui sont les moins prudents, qu'ils appartiendraient à une population exceptionnellement plus intelligente que les autres. Le but étant que, si certains se mettent à se présenter de cette façon, on tire du fait qu'ils se présentent de cette façon l'argument pour dire, vous voyez, ces gens-là, il ne faut jamais les laisser accéder au pouvoir, ils se croient supérieurs. Il faut que vous compreniez que le colonialisme utilise la stratégie de la double manipulation de l'ethnicité. D'abord, on sème la division. On provoque un antagonisme national. Quand on a fini de provoquer cet antagonisme national, on passe à une deuxième phase. C'est de faire croire à ceux qu'on a opposés qu'ils sont vraiment opposés. C'est-à-dire, on va faire croire, par exemple, au Bassa, qu'il est éternellement rebelle, que c'est un porteur de plainte. On va faire croire au Bamileke que, de toutes les façons, il est le plus grand entrepreneur national, il est le plus intelligent à tous les concours, il est le plus intelligent à l'école. On va essayer de le lui faire croire, et on va faire répéter cela à certains Bamileke. Et une fois qu'ils vont répéter cela, on va dire, vous voyez, ces gens-là se croient véritablement les plus intelligents, les plus malins à l'école. Il ne faut jamais qu'un d'eux arrive au pouvoir. Vous devez comprendre ce double jeu. Le peuple camerounais en lutte doit arriver à un niveau de maturité spéculative et intellectuelle pour comprendre le mécanisme colonial. Le mécanisme colonial consiste à diviser et ensuite à faire croire que la division est naturelle, que la division est réelle. À faire croire que cette division est une division qui, en réalité, est même génétique entre les gens. À faire croire que la bassaïté, la poulité, je ne sais pas, le fait d'être un boulou, etc., que ce sont des groupes sanguins, et non pas des groupes culturels auxquels on peut appartenir ou cesser d'appartenir. Car dans cette première partie de cette conférence, je tiens à insister sur le fait qu'une ethnie, c'est une réalité culturelle. Les ethnies naissent et meurent. Les groupes ethniques que nous avons aujourd'hui au Cameroun n'ont pas toujours existé. Il y en a qui sont apparus récemment. Il y en a qui sont apparus il y a beaucoup plus longtemps. Mais il n'y a aucun groupe ethnique qui soit un groupe génétique. Ce sont des groupes culturels, ce sont des inventions, ce sont des constructions humaines, ce sont des rassemblements. Et ce sont aussi des désassemblements. Une ethnie, ça a une naissance, ça a une durée, ça a une mort. C'est une invention culturelle. Par conséquent, je peux devenir Peul si je ne le suis pas. Je peux devenir breton par l'ethnie, par l'acquisition culturelle. Je peux devenir Haoussa. Je peux acquérir la culture Haoussa et devenir Haoussa, m'intégrer comme Haoussa.
Et au Cameroun, sur les 250-260 groupes ethniques ou langues nationales ou sous-langues nationales qu'on pense pouvoir identifier, il y a beaucoup d'individus qui sont passés d'un groupe ethnique à un autre en moins de 50 ans. Il y a des individus qui étaient Bamoun, mais qui sont devenus Tikar, qui étaient Tikar, mais qui sont devenus Bamoun. Il y a des individus qui étaient, à un moment donné, Bassa, mais qui sont devenus Bassor, qui étaient Bassor, mais qui sont devenus Bakoko. Il y a des groupes qui étaient Banen et qui sont maintenant Douala. Il y a des groupes qui étaient Ewondo et qui sont maintenant Douala. Il y a des groupes qui étaient Tikar et qui sont maintenant Boum. L'ethnie est un phénomène mobile, c'est un phénomène qui se meut, qui se dynamise à travers l'histoire, ce n'est pas un phénomène fixe. Mais les colons vont travailler énormément à faire croire aux Africains, et notamment aux Camerounais, à leur faire croire que leurs appartenances ethniques sont des entités fixes, et que ce sont des appartenances comparables aux groupes sanguins A, A, B, O, etc., avec lesquels nous naissons. Conséquence, lorsque le mouvement indépendantiste qui était multinational est éliminé, le pouvoir qui advient à la tête du Cameroun, c'est-à-dire le pouvoir de M. Ahidjo et par la suite de M. Biya, comme c'est un pouvoir qui n'est pas issu des élections, nous allons donc passer à la deuxième partie de cette conférence. Je vais vous expliquer comment ce pouvoir va fonctionner avec cette question de l'ethnie. Il a hérité de la manipulation ethnique par le colon pour diviser et pour faire croire aux gens qu'ils sont foncièrement différents. C'est de ça que le pouvoir colonial, néocolonial hérite. Donc, deuxième partie de cette conférence, chers amis. Vous êtes à présent 900 à la suivre. Je voudrais parler de la stratégie de la gestion de l'ethnie sous les régimes Ahidjo et Biya. D'ailleurs, le régime Ahidjo-Biya, c'est au fond le même régime. C'est le régime des héritiers de la puissance coloniale. Ceux qui ne se sont pas battus pour obtenir l'indépendance du Cameroun, mais qui ont été chargés de gérer le Cameroun entre guillemets indépendant, en respectant bien sûr les accords de coopération, de défense et de culture passés avec la puissance tutélaire coloniale française. Ceux-là, vous le savez très bien, n'ont pas conquis le pouvoir au Cameroun sur la base d'une victoire démocratique. Vous ne pouvez pas comprendre la manipulation de l'ethnie au Cameroun si vous oubliez que c'est parce que le pouvoir camerounais d'Amadou Ahidjo et ensuite de Biya n'est pas légitime, c'est-à-dire n'a pas été voté, élu par le peuple camerounais, que ce pouvoir est obligé de développer d'autres stratégies pour se maintenir. La fois passée, lors de ma conférence précédente, je vous ai expliqué que ce pouvoir utilisait, bien sûr, la force, la ruse et le mensonge pour se maintenir. Mais il faut que vous compreniez aujourd'hui comment ce pouvoir utilise l'ethnicité pour se maintenir. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, vous allez tomber dans les pièges tendus par ce pouvoir à la lutte que notre peuple est en train de mener aujourd'hui pour récupérer toutes ses libertés fondamentales. Vous allez tomber dans ces pièges, et ces pièges, eh bien, ce sont ceux-là qui nous sont tendus par des individus extraordinairement scandaleux, comme Jean de Dieu Momo, soi-disant avocat de son État, mais en réalité au service d'un des projets les plus funestes que l'Afrique ait jamais connus. Donc, nous sommes dans la deuxième partie de la présente conférence. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la politique de l'équilibre régional. La politique de l'équilibre régional. Depuis Amadou Ahidjo jusqu'à Biya aujourd'hui, la gestion des ethnies s'appelle la politique de l'équilibre régional. On peut commencer par lire cette gestion des ethnies d'une manière, on va dire, optimiste, en disant que Amadou Ahidjo comme Paul Biya ont toujours veillé à ce que dans le gouvernement, dans l'État, tous les groupes ethniques soient représentés. Ça, c'est ce qu'on appelle la version mielleuse de l'équilibre régional. D'accord ? Les gouvernements Ahidjo et Biya ont toujours veillé à faire que les groupes ethniques, les 250, 260, ou je ne sais exactement combien, en tout cas c'est dans cette fourchette-là qu'on les compte, groupes ethniques ou les représentants des langues nationales camerounaises qui sont là, soient plus ou moins représentés dans le gouvernement, qu'ils soient plus ou moins représentés dans le Parlement, qu'ils soient plus ou moins représentés dans les institutions de l'État, le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, qu'ils soient plus ou moins représentés dans les armées, la police, la gendarmerie. Ça, c'est ce qu'on appelle la version soft, la version mielleuse, la version optimiste de l'équilibre régional. Mais en fait, il y a une autre version dont je vais parler après. Mais on doit d'abord se demander pourquoi les régimes Ahidjo et Biya ont-ils eu besoin de recourir à une politique de l'équilibre régional?
Ces régimes ont forcément eu besoin d'une politique, entre guillemets, de l'équilibre régional parce qu'eux-mêmes savaient qu'ils étaient des régimes déséquilibrés. Je reprends. Vous ne pouvez pas dire que votre politique de gestion des ethnies d'un pays est une politique de l'équilibre régional si vous n'admettez pas, par le même fait, que votre manière même d'arriver au pouvoir est une manière qui a déséquilibré le pays et déséquilibré ses régions. Vous comprenez? Pour mener la politique de l'équilibre régional, il faut avoir reconnu que le pouvoir colonial et ses héritiers post-coloniaux, que sont Ahidjo et Biya, sont des acteurs de déséquilibre régional. Et donc, l'idée c'est que ces gens-là qui sont conscients d'avoir déséquilibré la marche harmonieuse des régions du Cameroun vers l'autonomie et la souveraineté réelle, ces gens-là vont tenter de se rattraper artificiellement en inventant une politique ayant vocation à remplacer l'absence d'élections démocratiques. Vous devez comprendre, hein? L'équilibre régional a été inventé pour tenter de remplacer artificiellement l'absence d'élections démocratiques. Parce que si vous aviez des élections démocratiques au niveau des mairies, au niveau de la députation, au niveau de la présidence de la République, si vous aviez des élections démocratiques à tous ces niveaux-là, vous n'auriez pas besoin de faire l'équilibre régional. Parce que ceux qui dirigeraient les différentes mairies, ceux qui dirigeraient les différents partis, ceux qui dirigeraient le gouvernement, seraient ceux que les Camerounais, one man, one vote, auraient élus. C'est parce que vous voulez contourner le one man, one vote. Vous n'aimez pas le one man, one vote. Vous ne l'avez jamais respecté, le one man, one vote, que vous inventez l'équilibre régional pour trier par en haut des gens qui sont supposés représenter toutes les régions, puisque vous savez que votre pouvoir n'émane pas de la volonté du peuple. Mes amis, vous êtes à présent 1000 personnes à suivre cette conférence. C'est le fruit de réflexions de nombreuses années. C'est l'un des chapitres de mon livre de 2014, que vous pouvez toujours retrouver chez l'Harmattan, publié à Paris. Mon livre s'intitule « Critique de la tragédie camerounaise » et j'avais déjà travaillé énormément sur la manipulation de l'ethnicité au Cameroun. Je dis que l'équilibre régional ne pouvait s'expliquer que dans un contexte où on a déséquilibré les régions. L'équilibre régional, comme politique de gestion de l'ethnie, ne peut s'expliquer que comme volonté de compenser le refus d'accepter que les Camerounais choisissent leur maire, choisissent leurs députés, choisissent leur président de la République. Comme ils ont refusé d'organiser des élections transparentes depuis 1960 jusqu'aujourd'hui 2019, comme ils ont refusé d'organiser ces élections, alors ils ont décidé d'organiser un système artificiel de représentation nationale. Ce système artificiel de représentation nationale, c'est ça qu'on appelle l'équilibre régional. Je mets au défi qui que ce soit de me démontrer le contraire. Comme il n'y a jamais eu en réalité une compétition démocratique pour alimenter les institutions en représentant réellement élus, il a fallu créer un système cosmétique, un véritable voile, un épouvantail, qui soit un peu comme un hologramme de la représentation nationale, un faux cliché de la représentation nationale. Ça s'appelle l'équilibre régional. Bon, l'équilibre régional, ça consiste en quoi? Entrons maintenant au détail. D'abord, l'équilibre régional, c'est l'application par les héritiers de la colonie des méthodes coloniales au peuple camerounais. Je rappelle que sous la colonisation française, il a fallu monter de grands ensembles tribaux les uns contre les autres pour imposer la signature des accords de défense, de coopération économique, culturelle en faveur de la puissance française. Si les populations du Cameroun étaient rassemblées comme l'Union des populations du Cameroun le voulait, les accords de défense qui ont livré sur plusieurs décennies et pratiquement un siècle les matières premières du Cameroun prioritairement à la France, ces accords n'auraient pas été signés. Parce que si les Camerounais étaient unis comme l'Union des populations du Cameroun, de Félix Moumié, d'Osende Afana, de Ruben Oumniobe, d'Ernest Wandier le voulaient, si les Camerounais étaient réunis de cette façon, ils n'auraient jamais signé des accords qui livrent les matières premières nationales moins chères pour plusieurs décennies à une puissance quelconque dans le monde. Le peuple camerounais aurait négocié pied à pied ses intérêts avec le reste du monde. Il fallait donc diviser ce peuple et privilégier les maillons faibles, renforcer les maillons faibles de ce peuple pour tenir ce peuple en état de braquage par une élite elle-même anti-indépendantiste. Je vous rappelle que M. Amadou Ahidjo était anti-indépendantiste. Il fait partie des Camerounais qui disaient que la France devait rester et que les Camerounais devaient rester membres de l'Union française, citoyens français. M. Biya fait partie de la même élite, choisi par le docteur Louis-Paul Ojula, un blanc
du Cameroun, qu'on appelait l'un des grands Camerounais, et qui sélectionnait au sein de l'élite camerounaise locale ceux qui acceptaient de signer ce pacte d'exploitation inéquitaire, d'exploitation éhontée du Cameroun, qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Celui qui n'a pas compris cela peut croire aux fadaises que raconte M. Jean de Dieu Momo, sur lequel je viendrai à la fin de cette conférence, parce que je lui réserverai un traitement assez particulier. Nous allons carchériser les mensonges éhontés de cet individu. Nous allons le révéler dans sa nudité ubuesque, dans sa laideur morale et spirituelle. Nous allons montrer à quel point c'est l'un des plus grands malheurs du peuple du Cameroun d'avoir eu parmi les siens des individus comme Biya Bimvondopol Barthélemy ou Jean de Dieu Momo. Des individus de cette nature sont à l'origine de l'arriération de la civilisation politique camerounaise. On en parlera à la fin. Je suis encore dans l'analyse parce que je ne veux pas laisser mon peuple manipulable par ignorance. Il ne faut qu'il y ait que deux espèces de manipulables. Ceux qui le sont par ignorance et qu'on peut aider, et ceux qui le sont par complicité et qu'on doit combattre. Moi, je voudrais que disparaissent les manipulables par ignorance. Et ma fonction dans la révolution citoyenne camerounaise, c'est d'expliquer, de tout faire pour que les gens comprennent. Parce que si les gens comprennent, ils comprendront pourquoi ils se battent et pourquoi ils doivent se battre. Alors, l'équilibre régional, comme c'est fait pour remplacer les élections, puisqu'on n'aime pas les élections en dictature, les régimes néocoloniaux n'aiment pas les élections, en quoi consiste l'équilibre régional? Voici les méthodes de l'équilibre régional. L'équilibre régional consiste à renforcer la propagande sur les préjugés ethniques à travers le pays, implicitement. On va continuer le travail de sape du colon, qui va consister à faire le portrait robot du Betty. Ah, le Betty, c'est un soulard. C'est quelqu'un qui aime boire. C'est qu'il passe son temps à boire du vin. On va faire son portrait robot comme ça. Boire du vin et chercher des femmes. On va essayer d'enfermer le Betty dans les personnages d'un certain Bikoutsi qui, au milieu à un certain moment, a dérivé carrément en pornographie musicale. Bon, on va dire ça, c'est le Betty. On va essayer de faire un portrait robot du Bamileke, en disant que c'est le redoutable homme d'affaires. C'est celui qui mesure le terrain avec la fronde. C'est celui qui est un envahisseur. C'est celui qui est constamment en train de calculer son... On va faire le portrait robot du Bamileke. Et on va essayer d'imposer ce portrait robot, non seulement à ceux qui deviennent les adversaires des Bamileke, mais on va aussi imposer ce portrait robot au Bamileke même, en lui faisant croire qu'il est cela, alors qu'il n'est pas cela. Parce qu'il peut être autre chose, et qu'il est même souvent autre chose. On va faire un portrait robot du Maguida, du Wajax, mangeur de goro, avec ses longs boubous, qui se promène toujours avec un couteau. On va faire de lui le portrait du féodal, oubliant que des villes comme Gaoundéré ou comme Garoua sont des hauts lieux de culture, depuis des siècles, et qu'on y a beaucoup de choses à apprendre et à enseigner au peuple du Cameroun. On va essayer d'enfermer le Nord dans l'ignorance, l'analphabétisme, l'illettrisme, le fait de courir derrière les vaches. Eux, leur travail, c'est seulement caille, 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 caille. Dire caille, caille, caille derrière les vaches. C'est ça leur problème. Non pas le niveau. On va faire le portrait robot du nordiste et on va le diffuser dans la population. On va faire le portrait robot du Douala. On va dire que lui, son problème, c'est voir Paris et mourir. Et comme il se trouve qu'il y a des Douala à Paris, et qu'il y a des Douala qui aiment la sape, et qu'il y a des Douala qui chantent le makossa, et qu'il y a des Douala qui sont connus pour leur sens du style, ça tombe bien, on enferme le Douala dedans. Ils préfèrent s'habiller que d'investir. C'est des vendeurs de terrain, ils ne savent rien faire. On fait le portrait robot du Douala, on le fait croire à ceux qui deviennent les adversaires des Douala, et on le fait croire aux Douala eux-mêmes. N'oubliez jamais ces deux aspects de la géopsychologie de l'équilibre régional. L'équilibre régional a attisé et nourri à l'intérieur de l'opinion camerounaise des clichés ethniques qui sont utilisés pour neutraliser les ethnies les unes par les autres. Voyons comment cette neutralisation va se faire. Même à l'intérieur des groupes ethniques entre eux, c'est-à-dire des groupes ethniques plus ou moins homogènes, on va développer des clichés qui ont pour but de paralyser les forces de rassemblement à l'intérieur. Par exemple, en pays Betty, où j'ai passé au moins 4 années de ma vie, et où j'ai des amitiés et des frères, et où une partie de ma famille, d'ailleurs, s'est mariée et a fait alliance, on va essayer de dire que les seuls travailleurs, c'est les étonnes.
les Ewondo sont des profiteurs, les Boulous sont des fourbes. On va inventer des catégories dedans. On va aller en pays Bamileke. On va fabriquer des portraits robots du Tchang. Tchankuna. Lui, c'est seulement le porc qui l'intéresse. Ces gens-là sont... Le Baham, c'est un traître. Il est fourbe. Il a toujours 5 poches, etc. Il faut bien le fouiller. Tel, il est comme ça. Le Baranté, noblesse, dignité, élégance. Oui, lui, c'est les Douala de l'Ouest. Hein? Ceux-là, ils sont là seulement pour se vanter. On va fabriquer à l'intérieur de tous les groupes de clichés. Chez les Bassa, on va fabriquer des sous-groupes. On va dire, il y a les Bassa du haut de la route. Bassa Bangolong. Et puis, il y a les Bassa d'en bas, de Babimbi. Et puis, on va les opposer. On va dire que les Bassa d'en haut, là, ce qu'on appelle l'école, qui sont différents. Ceux-là, ils sont peut-être mieux faits pour le pouvoir. Les Babimbi, ils sont trop indisciplinés, ils ne peuvent pas exercer. On va fabriquer ça. À l'intérieur des Douala, on va fabriquer des clichés. On va opposer les Deido aux Aqua, les Aqua aux Belles. On va opposer tout ce monde-là avec les Bassaba Douala qui sont à partir de Ndorbati jusqu'à Masumbu. On va les opposer. On va faire ça dans le Nkam. On va opposer les Ewodi avec les Bandem. On va les opposer avec les Bassa. On va les opposer avec les Banen. On va même opposer les Banen de Ndiki et les Banen de Yingi. Voilà le travail. On va opposer dans le nord les Peuls avec les non-Peuls. On va opposer les chrétiens et les musulmans. On va opposer les religions traditionnelles et les religions d'importance. On va faire tout cela. La géopolitique a toujours entretenu cela. Parce que si on n'entretient pas cela, ce peuple camerounais, dans sa diversité, et qui se connaît très bien, va se rassembler pour revendiquer sa souveraineté. Demandez-vous pourquoi, après 60 ans d'indépendance, l'éducation nationale au Cameroun n'a pas réussi à construire intellectuellement, moralement et spirituellement le citoyen camerounais. Pourquoi l'éducation nationale au Cameroun et l'enseignement supérieur ont été incapables de donner aux citoyens camerounais de base la conscience du fait qu'il ne dépend pas de la complaisance de son comptoir ethnique, Bassa, Bamileke, Douala, mais que sa vie dépend en réalité d'abord du respect du droit et de la protection que lui assure la loi. Si tout cela n'a pas été fait, le but était de paralyser les énergies de mobilisation citoyenne que la lutte de libération, et que les luttes de libération depuis le 19e siècle, n'oubliez pas qu'elles ont commencé très tôt, même au 18e. Les Ngouva Likenye, les Martin Paul Samba, les Dandembita, les Madola, les Rudolf Douala Mangabel luttent longtemps avant que les ne viennent. Même s'ils n'ont peut-être pas la même conception de l'unité nationale et de l'étendue du territoire national, ce sont des luttes très anciennes. Ça, ce n'est pas ce qu'on injecte prioritairement dans la mémoire, dans la conscience camerounaise. On s'efforce de laisser se développer ces clichés. On développe une culture, on développe un théâtre qui conforte le tribalisme. On développe une stratégie de composition du gouvernement. Quand M. Biya doit choisir les membres du gouvernement, il convoque ses proches collaborateurs et consulte la carte ethnique. Il consulte la carte ethnique du Cameroun, la carte tribale du Cameroun. Et ça se passe littéralement comme dans un marché de course. Trouvez-moi un gars Bassa qui soit plutôt de la région auprès des Eka. Puis vous m'en trouvez un autre du côté des Babimbi. Trouvez-moi un gars Betty qui soit plutôt Eton. Trouvez-moi un gars nordiste, mais qui ne soit pas full B. Trouvez-moi un gars Haoussa. Trouvez-moi ceci. En fait, ils font leur course dans les prétendus groupes ethniques camerounais en choisissant les individus autant que possible, les plus médiocres possibles. C'est-à-dire des individus qui n'auront pas l'audace d'aller requérir le point de vue du peuple concernant les politiques qu'ils vont mener. Des individus qui doivent leur vie à la nomination du chef. Donc, après la stratégie d'opposition, opposition des ethnies par la fabrication de portraits robots qui s'excluent mutuellement et qui font croire aux gens qui sont tellement différents qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, la deuxième stratégie de l'équilibre régional, c'est donc de faire ses courses parmi les ethnies en choisissant les individus les plus médiocres qui soient. Ce sont ces individus qui sont promus comme délégués de communautés urbaines. Ce sont ces individus qui sont promus à travers la préfectorale comme sous-préfet, préfet, directeur, gouverneur. Ce sont ces individus qui sont promus comme ministres, ministres adjoints, ministres délégués. On les choisit toujours parmi les individus les plus méprisants envers leur peuple.
On les choisit toujours parmi ceux qui n'auront à aucun moment envie de rentrer vers le peuple camerounais et de s'expliquer sur les politiques qu'ils mènent en son nom. On les choisit toujours dans cette catégorie. C'est comme ça que vous allez avoir des ministres qui vont faire le Bidumpat Challenge. C'est comme ça que vous allez avoir des ministres comme Jacques Famendongo qui va dire publiquement devant le peuple camerounais, nous sommes tous des créatures de Paul Biya, parlant de tous les ministres que Paul Biya désigne. C'est comme cela qu'on va avoir des ministres comme Augustin Konchou-Kouemeni qui mentira tellement et si bien qu'à un moment donné, ses mensonges même vont choquer celui qui l'a nommé pour mentir. C'est ainsi qu'on va désigner des individus comme Issa Chiroma Bakari qui, en réalité, seront capables de nier à midi ce qu'ils reconnaîtront le soir et qu'ils nieront le lendemain matin. Vous avez vu ce Issa Chiroma Bakari lorsque les images ont montré des soldats camerounais exécutant des femmes avec leurs bébés dans le dos, dans le nord, au prétexte que ces femmes auraient collaboré avec Boko Haram. Vous avez vu M. Issa Chiroma Bakari devant des images évidentes de soldats camerounais commettant les meurtres les plus atroces que la civilisation humaine puisse imaginer. Vous avez vu cet homme-là dire que ce n'était pas l'armée camerounaise. Et une enquête ayant établi que c'était l'armée camerounaise, jamais vous n'allez voir cet homme venir s'excuser d'avoir menti sur le sang de ces personnes exécutées de manière extrajudiciaire par une armée qui se dit républicaine. Donc, j'insiste, nous sommes dans la deuxième partie de cette conférence. J'ai dit que la première méthode de l'équilibre régional, c'est quoi? Les portraits robots des ethnies et puis l'inculcation des réflexes ethniques dans la tête des gens. Et les gens les plus naïfs y croient. Quelqu'un, parce qu'il est né d'un père Bassa, d'une mère, d'un père Bamileke ou d'une mère Bamileke, d'un père Boulou, etc. Il se met à croire en ces portraits robots et à se comporter envers ses autres compatriotes comme les portraits robots veulent qu'ils se comportent. Ce qui neutralise les uns par les autres, paralyse les énergies du peuple, bloque les libertés fondamentales. J'ai dit que la deuxième méthode, c'est la composition des autorités. Les autorités sont composées sur la base d'un casting, ayant pour but, en réalité, de choisir les plus médiocres représentants de chaque supposé groupe. Parce que ces représentants doivent tout à celui qui les nomme, et parce qu'ils sont ses créatures, comme l'a dit Jacques Famendongo, ils vont donc gouverner contre le peuple camerounais. Ils vont donc gouverner au mépris du peuple camerounais. Ils vont donc gouverner sans rendre compte au peuple camerounais, considérant que tout le peuple camerounais se réunit et ne se rassemble qu'en un seul individu, celui qui nomme M. Biya. Et ce M. Biya disposant de tous ses ministres toute leur vie durant, comme quelqu'un peut disposer d'une équipe de remplacement au basketball. Il les fait asseoir sur le banc de touche quand il veut, il en fait entrer d'autres, sans qu'il y ait autre logique que le jeu des apparences. C'est-à-dire donner l'impression d'une représentativité ethnique large de l'appareil d'État, alors que cette représentativité n'est pas passée par les mécanismes démocratiques d'émergence du consentement par le vote effectif des citoyens. Il faut que vous compreniez cela. On me signale un assaut de cyberterroristes du régime actuellement, donc je vous invite, si la qualité de l'image se détériore actuellement, à multiplier les émoticônes si vous voulez bénéficier d'une conférence toujours aisée à voir. Il y a une troisième méthode dans la soi-disant politique de l'équilibre régional. Cette méthode consiste à bloquer ceux qui sont nommés aux responsabilités les plus importantes dans le pays, à les bloquer par des binômes rivaux issus de leur propre région. C'est-à-dire que quand on nomme quelqu'un qui est de Baham à un poste important, on va s'arranger pour mettre en embuscade un autre fils de Baham qui lui sera chargé de faire des rapports sur son frère ethnique. Quand on nomme un anglophone de Buea, on va s'efforcer de nommer un autre anglophone de Buea à un poste lui permettant d'observer son frère anglophone de Buea et de rendre compte au pouvoir. Quand on nomme un Bassa, on va s'efforcer de nommer un autre Bassa, lui qui est chargé de rédiger des rapports qu'il envoie à Paul Biya sur son frère Bassa. Quand on nomme un Boulou, on va nommer un autre Boulou, qui lui est chargé lui aussi de calculer et de raconter tout ce que fait son frère Boulou au régime. Donc c'est ce que j'appelle le système des binômes espions. Quand on vous nomme, on nomme toujours quelqu'un qui est originaire de votre même région, parfois même du même village que vous, à une encablure de vous pour vous surveiller. Et c'est lui qui raconte tout sur vous parce que, à tout moment, que fait le dictateur? Il fait un jeu de chaises musicales. Celui qui a beaucoup raconté des délations, celui qui a suffisamment trahi l'autre, à un moment donné devient ministre à la place de son frère. Son frère repasse dans la petite opposition interne. C'est-à-dire que son frère comprend qu'il lui faut, à son tour, vendre au maximum ses frères de région auprès du dictateur pour être de nouveau nommés. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la plupart des ministres de Biya, quand ils sont vidés du gouvernement,
Ils ne s'opposent pas à Biya. Ils comprennent que pour Biya, ils n'ont pas suffisamment rendu de services nocifs, c'est-à-dire ils n'ont pas suffisamment vendu leurs frères. Donc on leur demande de repartir un temps dans l'opposition pour mieux vendre leurs frères. Donc, quand on les enlève du pouvoir et qu'ils retournent sur le banc de touche du pouvoir, eh bien, ils font un travail de sape ayant pour but de détruire le maximum de leurs frères, soi-disant de région, soi-disant d'ethnie, pour pouvoir être à nouveau nommés. Il faut que vous compreniez cela. C'est ce que j'appelle le système des binômes espions. Regardez tous les ministres du gouvernement actuel de M. Biya. Vous verrez que ces ministres viennent de régions d'où venaient d'autres ministres. Ces ministres ont été mis souvent en remplacement de quelqu'un qui vient à peu près de la même région qu'eux. Ils sont introduits au gouvernement dans un jeu de chaises musicales permettant aux dictateurs de neutraliser les Camerounais région par région. Donc, si on nomme Djomwele, on va nommer Djomwele qui est originaire d'une Cam. On va nommer Moukokan Bonjo à côté. Moukokan Bonjo sera chargé de surveiller Djomwele et de le livrer s'il faut. Si on nomme plutôt Mouele Kombi Narcisse, on va nommer aussi un autre ressortissant d'une Cam qui sera là en train de le surveiller et de rendre compte. Si on nomme un Moudiki à Douala, on va nommer un autre type de Douala qui est chargé de surveiller Moudiki. Si on nomme Kecha Courtes à Bangante, on va nommer un autre Bangante ou une autre Bangante pour surveiller Kecha Courtes et raconter des choses à Paul Biya. Vous avez compris ça? C'est le système des binômes espions. Mon peuple natal doit savoir comment on le manipule pour cesser de se laisser infantiliser par ce régime vomi pour tout le mal qu'il nous a fait et qu'il nous fait encore. Ils ont une troisième stratégie. Je vous ai donné deux stratégies de l'équilibre régional. Ils ont une troisième stratégie. C'est la soi-disant politique des quotas. La politique des quotas. Alors ça, c'est une politique qui ne peut pas être pratiquée au Cameroun. Elle est impraticable dans un pays de pratiquement 250 groupes ethniques. La politique des quotas, en réalité, c'est la légitimation de la médiocrité. C'est-à-dire que tu passes un concours public. On dit que la moyenne pour avoir ce concours public est de 12 sur 20. Tu le passes. Tu as 12,50. Mais parce que tu ne fais pas partie du quota qu'on a voulu, toi, on ne va pas te prendre, tu ne vas pas entrer. Tu ne vas pas être admis dans le ministère, ou en tout cas l'emploi auquel tu aspirais. Mais on va prendre quelqu'un d'autre qui, lui, au même concours, a eu 9 sur 20, uniquement parce que on veut privilégier ce qu'on veut appeler l'équilibre régional. Ce n'est pas une politique réalisable. La politique des quotas est la politique de la promotion de la médiocrité. La véritable politique qu'on aurait à promouvoir dans un pays comme le Cameroun, c'est un grand investissement dans l'élévation du niveau intellectuel de toute une génération, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et jusqu'au centre. C'est-à-dire qu'on devrait investir suffisamment de moyens pour faire que le niveau moyen de tous les Camerounais soit suffisamment haut pour que chacun ait véritablement sa chance. Et non pas, en réalité, légitimer le fait que des gens qui, éventuellement, n'ont pas le niveau, vont accéder à des positions qui sont interdites à leurs concitoyens qui ont le niveau. Uniquement parce que, entre-temps, on a figé les gens à l'intérieur des ethnies, on a bloqué les gens dans des groupes ethniques qui ont été eux-mêmes mis sous portrait, mis sous profil, et puis inculqués dans la mentalité des gens comme étant des limites presque génétiques. Extraordinaire. Mes amis, si vous suivez cette conférence, je viens de vous identifier les 3 grands mécanismes de ce qu'on a appelé équilibre régional. Au départ, je vous ai dit que l'équilibre régional, ça venait remplacer l'absence de démocratie. Comme les institutions au Cameroun ne sont pas votées par la population, on a inventé une fausse représentativité nationale qu'on a appelée l'équilibre régional. J'ai dit qu'on commence dans cet équilibre régional d'abord par fabriquer des portraits ethniques et enfermer les gens dedans. Et faire croire aux gens qu'ils sont vraiment ce qu'on dit qu'ils sont. On fabrique de l'ethnie, c'est la fabrique de l'ethnicité. Deuxième moment, on va s'amuser. On va s'amuser à faire quoi? On va s'amuser à nommer dans les institutions de l'État les fameux binômes espions. C'est-à-dire paralyser le génie créatif des ministres, des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets par la menace que l'un de leurs frères de région les trahisse. Ce qui fait que tout ce monde-là a peur de prendre des initiatives. On se retrouve avec des ministères au Cameroun qui n'utilisent pas, pour les projets qui leur ont été alloués, tout le budget qui est dans leurs mains, parce que le ministre craint, en utilisant le budget,
que les rapports qui vont remonter auprès de celui qui l'a nommé l'accusent d'avoir mal utilisé le budget. Le Cameroun est l'un des rares pays où des ministres restituent à la fin de l'exercice budgétaire des budgets qu'ils n'ont pas osé utiliser parce qu'ils craignent d'être victimes de délation dans le cadre de l'utilisation de ces budgets. C'est-à-dire que la peur de l'initiative vient de ces binômes espions qui en réalité paralysent le développement, le progrès, l'harmonie dans l'évolution des intérêts de cette population. Donc l'équilibre régional ne peut pas remplacer, vous l'avez bien compris, l'équilibre régional ne peut pas remplacer la démocratie. La politique de l'équilibre régional ne peut pas remplacer l'absence de démocratie au Cameroun. On ne peut pas, avec la méthode des portraits robots ethniques inculqués de génération en génération pour attiser la neutralisation mutuelle des groupes camerounais. On ne peut pas imposer par les binômes espions. On ne peut pas imposer par les soi-disant quotas ethniques. On ne peut pas imposer une démocratie institutionnelle qui a été refusée dès lors même qu'on refuse d'avoir un système électoral fiable, un système de promotion de l'élite politique qui soit transparent et exemplaire. Ça, il faut que vous le compreniez. Il s'ensuit donc que nous pouvons aller à la troisième partie de cette conférence. Vous êtes à présent 1500 personnes qui suivent cette conférence. Je vous invite très sérieusement à la partager si vous validez les 2 points que nous venons d'établir. Nous venons à la troisième et dernière partie de la présente conférence. Là, je voudrais vous parler de la manière dont concrètement cette exploitation dangereuse de l'ethnicité est en train de tourner en une organisation génocidaire, volontaire ou involontaire. Comme vous le savez, M. Biya s'est reconduit le 7 octobre 2018 à l'issue d'une mascarade électorale. Cette fois-ci, contrairement à 1992, où le président du SDF, ni John Frundi, n'avait pas eu l'occasion de démontrer objectivement et scientifiquement sa victoire devant la Cour constitutionnelle, cette fois-ci, M. Biya a commis l'erreur qui a permis au président élu, le professeur Maurice Kamto, de marquer le fameux penalty. Il l'a laissé exposer les preuves de sa victoire devant la Cour constitutionnelle du Cameroun. Et il n'y a pas un seul candidat qui ait fait autant d'efforts de prouver aux Camerounais qu'il a été réellement celui qui a recueilli le plus de suffrages le 7 octobre 2018 au Cameroun que le professeur Maurice Kamto. Il l'a démontré. Aucun autre candidat, M. Biya, M. Libi ou M. Ossi par exemple, aucun autre candidat n'a déployé autant d'énergie et de preuves pour attester du fait qu'il pouvait revendiquer les suffrages les plus favorables du peuple camerounais dans les conditions terribles de cette élection du 7 octobre. C'est lui. Alors, M. Biya est en difficulté parce que la démonstration faite par le président élu Kamto est venue vider la légitimité politique dont Biya pouvait se prévaloir sur la base des élections floues des années précédentes. Eh bien, cette démonstration magistrale du professeur Kamto est venue balayer le dernier petit fond de légitimité dont jouissait le tyran Paul Biya. Le tyran Paul Biya que vous avez vu intronisé par sa propre créature, le magistrat accroupi Clément Atangana, membre du Rassemblement soi-disant démocratique du peuple camerounais. Vous avez bien vu tout cela. Alors, dans cette difficulté qui est devenue aussi une évidence diplomatique, les États-Unis d'Amérique savent que Paul Biya n'a pas gagné l'élection du 7 octobre. La République française sait encore mieux que par le passé que Paul Biya n'a pas gagné l'élection du 7 octobre. La puissance anglaise, le Royaume-Uni, sait que Paul Biya n'a pas gagné cette élection. Et d'ailleurs, continue de s'indigner du massacre des populations du Cameroun anglophone par Paul Biya. La puissance russe, qui a déjà pignon sur rue en République centrafricaine, sait que le régime de Biya est un régime fortement et profondément contesté par sa population, lequel régime utilise contre sa population les moyens létaux les plus violents, comme on l'a vu le 26 janvier passé. Donc il y a un discrédit international du régime de M. Biya, et ce discrédit vient correspondre à la démonstration de sa vacuité nationale par le président élu, le professeur Maurice Kamto. Donc à partir de là, M. Biya se sent obligé de recourir à son arme fatale. L'arme fatale du colonialisme, l'arme fatale du néocolonialisme, ça a toujours été dans nos pays africains la manipulation du tribalisme.
C'est dans ce cadre qu'ont été introduits au gouvernement des individus aussi nuisibles que M. Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo vient non seulement reproduire les clichés coloniaux fabriqués sur les groupes ethniques camerounais, et en particulier sur le groupe ethnique dit Bamileke. Mais en plus, Jean de Dieu Momo, au nom de M. Biya, vient présenter le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, comme l'unique représentant d'un groupe ethnique, le groupe ethnique des Bamileke, qui voudrait prétendument prendre le pouvoir pour écraser les autres groupes ethniques du Cameroun. Toutes les interventions de M. Jean de Dieu Momo, ministre délégué de la justice du gouvernement illégitime et illégal de M. Biya, ont pour but de dresser tous les autres peuples du Cameroun contre l'un des groupes ethniques du Cameroun, lequel groupe ethnique lui-même a fait l'objet d'un travail de matraquage colonial et postcolonial, ayant pour but de lui imposer un portrait robot et de faire croire à certains de ses membres que ce portrait robot est vrai. Et comme certains de ses membres se sont mis à croire que ce portrait robot est vrai, et qu'ils ont eu des déclarations ou des comportements qui semblaient se rapprocher de ce portrait robot, on a tiré de cette déclaration ou de ces comportements la preuve que le mensonge qu'on a raconté sur eux est vrai. Jean de Dieu Momo, pour aider M. Biya à retrouver un ancrage populaire qu'il n'a pas, a décidé de faire du peuple, du groupe ethnique des Bamileke du Cameroun, qui lui-même en réalité est un conglomérat de diversité ethnique interne extraordinaire, ce qui devrait contribuer à la richesse culturelle du Cameroun, ce qui devrait être une merveille pour le Cameroun. Un groupe comme cela qui contient à l'intérieur de son grand ensemble au moins 30 à 40 dialectes d'une diversité, d'une originalité exemplaire, des traditions merveilleuses. Un tel groupe qui devrait être considéré comme une richesse du Cameroun, Monsieur Jean de Dieu Momo est chargé par Monsieur Biya de présenter ce groupe comme celui-là qui veut prendre le pouvoir au Cameroun au détriment des autres. Si vous n'avez pas compris le sens de cette manœuvre avec ce que je vous ai démontré dans les deux parties précédentes de cette conférence, je me désolerai d'avoir été un mauvais professeur ce soir. Pourquoi Jean de Dieu Momo le fait-il? Jean de Dieu Momo le fait pour compenser le déficit de légitimité démocratique et de légitimité diplomatique du régime Paul Biya. Jean de Dieu Momo est chargé d'aider M. Biya à reconquérir un peu d'ancrage populaire parce que sa défaite dans les urnes face au professeur, au président Maurice Kamto, lui a enlevé le dernier ancrage populaire dont il pouvait en réalité se vanter. Cet ancrage venait du fait que les candidats de l'opposition, notamment Nidjon Frundi en 92, n'avaient pas clairement démontré la défaite de Biya. Ils étaient convaincus d'avoir gagné contre Biya, mais ils n'avaient pas clairement démontré sa défaite. Quand le professeur Maurice Kamto dit qu'il a transformé le pénalty, c'est parce que lui, juriste émérite et connaisseur du régime Biya, l'a défait sur son propre terrain, en utilisant sa propre cour constitutionnelle pour démontrer que ce régime était un régime illégitime. Donc en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que le groupe Bamileke, tel qu'il est décrit par les colons français dans les années 40 et 50, ce groupe-là n'existe pas. C'est une invention coloniale française. Il n'y a jamais eu une assise, un conglomérat, une organisation de tous les micro-groupes dits Bamileke pour prendre le pouvoir au Cameroun. Jean de Dieu Momo est un homme dangereux quand il prétend qu'il y aurait une organisation du Bami Power. Jean de Dieu Momo, qui a été avocat dans l'affaire du génocide rwandais à Arusha en Tanzanie, vient d'importer au Cameroun le mythe dangereux du Hutu Power, qui, comme vous le savez, a été au cœur d'un immense, le plus ignoble massacre ethnique de l'histoire africaine, le génocide rwandais. Il est parti de l'affirmation du Hutu Power. Que cet avocat, dont je suis maintenant convaincu qu'il a été un peu, et même beaucoup trop formé à la légère, vienne importer au Cameroun et attribuer
à tous nos compatriotes qui seraient de près ou de loin membres de l'un des sous-groupes de l'immense diversité ethnique des Bamileke, le projet de prendre le pouvoir en tant que groupe ethnique, c'est en réalité une stratégie pour les livrer à la vindicte populaire des autres groupes ethniques portraités par le colon, renforcés comme tels par le néocolon, par le pouvoir postcolonial, et pour paralyser le mouvement de résistance citoyenne qui a commencé. Vous devez comprendre que c'est cela l'objectif, paralyser le mouvement de résistance citoyenne. Alors, il y a deux manières de paralyser le mouvement de résistance citoyenne. D'abord, commencer par faire croire que le professeur Kamto serait le représentant des intérêts exclusifs du groupe Bamileke. Mais si cela est vrai, puisque Jean de Dieu Momo est Bamileke, puisque le dauphin constitutionnel Marcel Niat Ndjifendi est Bamileke, on veut donc dire qu'en réalité, le professeur Maurice Kamto serait en train de prendre le pouvoir pour renforcer le pouvoir de Marcel Niat, renforcer le pouvoir de Jean de Dieu Momo, renforcer le pouvoir de toute autre personne issue du groupe ethnique Bamileke qui serait au pouvoir. Voyez l'absurdité de l'accusation. L'accusation est deuxièmement absurde. Pourquoi? Mais parce que le professeur Maurice Kamto a donné la preuve du caractère national de son élection du 7 octobre. Le professeur Maurice Kamto n'a pas gagné que en pays Bamileke. Le professeur Maurice Kamto a gagné largement hors de son socle, qu'on pourrait considérer comme son socle culturel et ethnique. Il a largement gagné au-delà. Et il y a un troisième argument pour montrer que l'indexation des Bamileke par Jean de Dieu Momo est une indexation hautement criminelle et criminogène. C'est que cette indexation est en train de pousser certains de nos frères dans le pays Bamileke à avoir la naïveté de revendiquer ce dont on les accuse. C'est-à-dire que la stratégie de Biya, à travers des individus stipendiés comme Jean de Dieu Momo, c'est de fabriquer des citoyens camerounais Bamileke qui revendiquent ce dont Jean de Dieu Momo et Biya les accusent. C'est-à-dire des citoyens camerounais fiers de leur culture, d'origine Bamileke, qui vont se mettre à dire « Mais oui, nous sommes les plus intelligents du Cameroun. Mais oui, nous sommes les plus entrepreneurs du Cameroun. Mais oui, nous sommes les plus riches du Cameroun. » Et quand ils vont se mettre à dire ça, Biya et Jean de Dieu Momo vont prendre les vidéos de ces gens-là, qui sont une minorité d'ailleurs, parmi les citoyens qui sont dans le combat, et on va prendre cela et on va dire que voilà ce pourquoi Kamto se bat. Il faut que vous compreniez que le piège depuis la période coloniale est double. On fabrique la division et on fait croire aux victimes de la division que la division est vraie. Et on fait des victimes de cette division artificielle les meilleurs promoteurs de cette division artificielle. On fait des victimes de la division ethnique artificielle les meilleurs promoteurs de la division ethnique artificielle. Un peu comme la ségrégation raciale dans les grands pays occidentaux. Quand les Africains et les Arabes débarquent ici au 19e, 20e siècle, dans le cadre de l'histoire coloniale qu'on sait, on les parque dans des HLM, on les parque dans les banlieues. Et on les met à l'écart des bourgs, des lieux où vivent la bourgeoisie, la noblesse et la haute classe sociale française. Bon, ces gens vivent dans ces HLM, ils vivent dans ces banlieues, ils vivent ainsi dans ces espaces ségrégés. Comme ils vivent là-bas et qu'ils développent une culture commune, des mots communs, des manières communes de parler français, alors les racistes qui les ont déjà enfermés dans ces banlieues disent « Vous voyez, ces gens, ils ne sont pas comme nous. Voyez comment ils s'expriment, ils ne parlent pas le même français que nous. Regardez comment ils traitent leurs femmes. Regardez comment ils traitent leurs enfants. Vous voyez, ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. » Donc en fait, par exemple, en Occident, la stratégie a consisté à parquer souvent les Noirs, les Arabes, en tout cas les populations immigrées dans les mêmes zones, de telle façon que celles-ci développent une sous-culture commune. Une fois qu'elles ont développé cette sous-culture commune, on les exclut en indiquant que c'est à cause de cette sous-culture commune qui fait qu'ils ne sont pas intégrés dans le pays qu'on ne peut pas les intégrer. Autrement dit, on fabrique la faute et ensuite, une fois qu'on a fabriqué la faute, on enferme le fautif dans la faute. Et on fabrique la faute et le fautif et on les enferme l'un dans l'autre. Voici ce qui est en train de se passer au Cameroun. Jean de Dieu Momo est en train de lancer des ballons d'essai dans l'opinion camerounaise pour que nos compatriotes, nos frères et sœurs, qui seraient membres de l'un ou l'autre des nombreux sous-groupes du pays Bamileke, se mettent à revendiquer leur spécificité. Non pas à se battre pour le Cameroun,
pour la démocratie au Cameroun, pour la République, mais se mettent à revendiquer le droit à l'hégémonie en tant que groupe ethnique. Alors là, quand certains d'entre nous vont se mettre à tenir ce langage, eh bien, tout de suite, Jean de Dieu Momo et le gouvernement Biya vont saisir leurs déclarations et les brandir comme étant l'essence du combat du professeur Maurice Kamto. Ô peuple camerounais, chers frères et sœurs, après 60 ans d'une indépendance en suspens, ne sommes-nous pas devenus suffisamment intelligents pour échapper aux fourches codines et aux pièges infects que nous tendent ces gens? Le régime est en déficit de légitimité démocratique. Il a besoin de renforcer les oppositions ethniques pour liguer une partie du peuple camerounais contre une autre partie du peuple camerounais et ainsi se maintenir. Celui qui n'a pas compris cela, qu'il me demande cela 25 fois, 30 fois, je referai des conférences pour le lui expliquer. Ou qu'il réécoute plusieurs fois cette conférence, parce que je l'ai expliqué en long et en large. Ou alors, qu'il ne pose plus cette question, parce qu'à un moment donné, ça sera une affaire d'hypocrisie, de mauvaise foi. Jean de Dieu Momo a été désigné dans le gouvernement parce que Jean de Dieu Momo fait preuve d'une triple inculture. J'ai écouté ses interventions sur les chaînes de télévision camerounaises. Cet individu ignore le fait de la manipulation de l'ethnie par les colons. Dans aucune de ses interventions, il ne fait attention au fait que l'une des stratégies de la colonisation a été de figer les Camerounais dans des groupes ethniques entre lesquels les stratèges de la colonisation ont fabriqué des antagonismes, ont exacerbé les antagonismes pour pouvoir imposer la signature des accords de défense et de coopération en faveur de la puissance tutélaire. Jean de Dieu Momo n'en parle jamais. Parce que s'il en parlait, il serait obligé de dire que Amadou Ahidjo et puis Paul Biya, que voici, sont les héritiers de la stratégie de gouvernement du Cameroun par l'opposition des ethnies. Il serait obligé de reconnaître que l'équilibre régional, tel qu'il est pratiqué des années 60 jusqu'à aujourd'hui, est en réalité l'héritier des politiques coloniales montées pour paralyser le mouvement souverainiste camerounais et empêcher une revendication égalitaire dans la gestion des ressources du pays. Vous allez observer que Jean de Dieu Momo ne va jamais jusque-là. Parce que s'il va jusque-là, il sera obligé de reconnaître que Paul Biya est héritier d'un système d'exploitation du Cameroun par l'exacerbation des divisions entre les Camerounais. Il ne parle pas de l'origine et de la descendance politique de Biya. Parce que s'il parlait de cette descendance politique, il serait contraint, lui, Jean de Dieu Momo, de reconnaître qu'il est aux côtés de l'héritier du système qui a génocidé une partie du peuple camerounais entre 1955 et 1971, uniquement pour empêcher que les populations du Cameroun, rassemblées dans une organisation de masse puissante, négocient la gestion de leur souveraineté économique, de leur souveraineté politique, de leur souveraineté juridique, à part égale avec le reste du monde. Jean de Dieu Momo refuse de parler de l'histoire du Cameroun colonial parce que cette histoire l'obligerait à reconnaître que M. Biya, contrairement à ses affirmations, ne peut pas être le représentant de la résistance anticoloniale camerounaise. Biya est un héritier accroupi, agenouillé, affalé et étalé de l'ordre colonial. C'est la coloniale française qui a choisi Biya. Le docteur Louis-Paul Ojoula, qui fait entrer Paul Biya dans la classe politique camerounaise, est l'un des colons camerounais des années 30, 40, 50. Il sélectionne Paul Biya dans le cadre des jeunesses catholiques, les jeunesses catholiques camerounaises. Et c'est lui qui prépare son insertion à travers l'école française des hautes études d'outre-mer dans l'administration camerounaise, avec l'injonction de contribuer auprès de M. Ahidjo à assurer une décolonisation du Cameroun en faveur de la France. Dans les années 80, 87 exactement, M. Biya donne une interview dans laquelle il se présente lui-même comme le meilleur élève du président français François Mitterrand. François Mitterrand, c'est quelqu'un qui a fait des études comparables à celles de M. Biya. M. Biya est titulaire d'un bac plus 5 plus 6, d'un diplôme d'études supérieures, l'équivalent de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un master. C'est son diplôme le plus élevé. M. Mitterrand, pareillement. Donc ils ont tous pratiquement grade d'avocat.
Dites-moi en quoi un président de la République du Cameroun peut dire qu'il est le meilleur élève de son égal intellectuel, le président de la République française, si ce n'est une manière très claire de dire qu'il est le représentant exclusif, attitré, zélé et enthousiaste des intérêts de la puissance coloniale française au Cameroun. Et vous comprenez pourquoi le président français Emmanuel Macron lui a nuitamment adressé une lettre de félicitations alors que le monde entier savait que M. Biya venait d'organiser l'une des plus ubuesques mascarades électorales le 7 octobre 2018. Il s'agit en réalité d'un soutien stratégique et géopolitique. La France politique, incarnée par le président Macron, a soutenu M. Biya parce que sa France est très inquiète. Elle est très inquiète d'une triple poussée d'autres puissances en Afrique centrale. Il y a la poussée de la puissance américaine en République démocratique du Congo, en Angola. Il y a la puissance, la poussée de la puissance russe qui est installée maintenant avec armes et bagages en République centrafricaine. Il y a la poussée de la puissance chinoise au cœur de l'Afrique qui aujourd'hui achète et brasse des terres africaines par milliers d'hectares. La France, qui est une puissance en perte de vitesse, s'accroche sur les dictateurs d'Afrique centrale dans l'espoir de sauver la mainmise qu'elle s'est donnée, toute génération et majorité politique confondues, sur les matières premières d'Afrique francophone. C'est pour cela que M. Biya a été soutenu, parce que la France considère qu'il est encore le garant de ses intérêts dans cette sous-région. Devant l'univers des intérêts français menacés. Et nous, qui sommes des citoyens français d'adoption, nous efforçons d'expliquer depuis des années aux élites politiques françaises qu'il est temps de repenser le modèle de coopération dans une logique gagnant-gagnant qui empêchera que le sentiment anti-français qui est en train de se développer et qui s'aggrave de jour en jour en Afrique tourne au fiasco total, en réalité même de la francophonie africaine, comme on a commencé à le voir au Rwanda. Nous expliquons cela ici et nous faisons face à une surdité, à une arrogance impériale de l'élite politique française. Une élite qui a pris l'habitude de ne pas considérer que l'Afrique produit des idées et de ne même pas considérer que les Africains de France ou les Français d'Afrique sont producteurs d'idées, comme les Français de France. Une élite en réalité réfractaire à comprendre et à changer le modèle de coopération. Parce que c'est dans ce modèle de coopération et par les mécanismes de rétrocommission de la France-Afrique décrits par François-Xavier Verschave que cette élite a constitué son économie sous-marine. On sait aujourd'hui que Kadhafi a été assassiné parce qu'il avait financé la campagne d'un président de la République française. On sait que c'est pour ça qu'on lui a jeté les armées de l'OTAN dessus, avec un faux prétexte, celui d'instaurer une soi-disant démocratie en Libye, laquelle n'existe toujours pas. Donc il faut parfaitement comprendre aujourd'hui que, en réalité, au Cameroun, si M. Jean de Dieu Momo a été recruté comme ministre, c'est avec la mission de susciter un fort sentiment instrumental anti-bamileke dans le pays, afin de paralyser l'incarnation de la légitimité nationale que porte le professeur Kamto, et ainsi de paralyser la lutte du peuple camerounais pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Nous considérons le professeur Maurice Kamto comme le président élu de la République du Cameroun, pas par fantaisie, mais parce qu'il l'a démontré, et que tout le monde a vu. Personne d'autre que lui ne l'a démontré. Nous ne le considérons pas comme tel parce qu'il serait bamileke ou parce qu'il ne le serait pas, mais parce que les Camerounais l'ont réellement choisi. Nous considérons qu'il est le chef de la lutte que nous menons pour l'instauration de la démocratie camerounaise, aujourd'hui, parce qu'il réconcilie toutes les associations patriotiques de la diaspora, républicaines, progressistes et humanistes de la diaspora, autour d'une figure centrale. Nous disons qu'il faut continuer de soutenir le combat et poursuivre le combat citoyen lancé par le professeur Kamto. Pourquoi? Parce que c'est ce combat citoyen et lui tout seul qui permettra au peuple camerounais de retrouver les libertés fondamentales qui lui ont été estorquées de 1955 jusqu'à nos jours. Ce n'est pas pour le professeur Kamto que nous nous battons. Nous nous battons pour notre peuple. Parce que le professeur Kamto ne se bat pas pour lui-même, il se bat pour son peuple. Cet homme de 66 ans ne prend pas ses risques physiques, ne prend pas ses risques psychologiques, ne
s'engage pas dans cette lutte pour sauver ou améliorer une vie qui n'aurait pas été bonne. Il le fait pour participer au redressement moral et spirituel de son peuple. Le professeur Kamto n'est pas le président des Bamileke, parce que les Bamileke, ce n'est pas un pays. Il est le président des Camerounais, parce que ce sont les Camerounais qui l'ont élu. Ce n'est pas une élection qui aurait eu lieu en pays Bamileke. C'était une élection nationale. Donc, ma réponse à M. Jean de Dieu Momo est que nous le tenons pour responsable de la moindre blessure, de la moindre agression, de la moindre vie camerounaise qui va être ôtée dans le processus de la lutte actuelle à qui que ce soit, sous le prétexte qu'il serait d'un groupe ethnique. En réalité, M. Momo est chargé de susciter un front anti-Béti, un front anti-Boulou à l'intérieur du mouvement citoyen actuel afin de discréditer le mouvement citoyen. Là aussi, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut poursuivre le front contre la dictature, le front contre le hold-up électoral, le front contre le hold-up économique, le front contre le hold-up spirituel, le hold-up moral. C'est ce front qu'il faut poursuivre. Il ne faut à aucun moment se focaliser sur un groupe ethnique, car c'est là qu'ils nous attendent. Ils nous attendent dans la haine du Béti, dans la haine du Boulou. Mais il y a une chose que je dois dire. La manipulation de l'ethnicité au Cameroun a atteint un point important que vous devez comprendre. Au niveau des armées camerounaises, qui sont ethniquement diversifiées, il faut savoir que M. Biya a instauré une colonne vertébrale constituée par le BIR, la garde présidentielle et la sécurité militaire. Dans cette colonne vertébrale de l'armée qui détient l'essentiel de la puissance de feu de l'armée camerounaise, M. Biya n'a installé que des gens de sa soi-disant ethnie. Attention, il a installé des gens de sa soi-disant ethnie à des points stratégiques du système sécuritaire pour pouvoir administrer la mort violente gratuitement à tout Camerounais, quel qu'il soit, même s'il était Boulou ou Béti, qui conteste son pouvoir. Et nous, qui sommes des penseurs de la lutte, devons aider le peuple à comprendre que ce n'est pas parce que M. Biya a installé une milice tribale au cœur des armées, police et gendarmerie camerounaises que nous devons tomber dans le piège d'engager une lutte tribale. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une lutte tribale que nous devons engager, nous devons poursuivre une lutte citoyenne nationale. C'est une lutte citoyenne nationale. Et la vision incarnée par le président de la République, Maurice Kamto, est une vision nationale. Voilà la réponse technique et suivie que j'apporte à cela. Monsieur Jean de Dieu Momo doit être proclamé responsable de toute atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité d'un citoyen, d'une citoyenne du Cameroun en raison de son appartenance ethnique. Et voilà pourquoi j'en viens à la conclusion de la présente conférence. Qu'est-ce que je propose? Pour contrer la manipulation de l'ethnicité au Cameroun. Je voudrais commencer par indiquer que nous devons lancer une campagne collective et générale contre la manipulation de l'ethnicité et du tribalisme. Vous qui me suivez, vous êtes pratiquement 2000 personnes maintenant. Vous possédez des pages Facebook, vous possédez des pages Twitter, vous possédez des pages Instagram. Certains d'entre vous ont des possibilités d'impression. Certains d'entre vous ont des possibilités d'affichage. Affichage sur Internet, affichage muraux. Je vous propose, où que vous soyez, compagnons de la révolution démocratique camerounaise, que chacun d'entre nous assume la responsabilité de publier toutes les semaines, je ne dis même pas tous les jours, toutes les semaines, un message de sensibilisation contre le tribalisme au Cameroun. Si vous êtes de la tribu, si vous êtes d'une tribu, par exemple si vous êtes Bamileke, publiez des messages contre le tribalisme anti-Béti. Si vous êtes Béti, publiez des messages contre le tribalisme anti-Bamileke. Si vous êtes Bassa, publiez des messages contre le tribalisme anti-Douala ou anti-Bamileke. Je vous propose comme première action que tous et chacun nous lancions
à partir de nos réseaux de communication, d'affichage, des messages contre le tribalisme au Cameroun. Et la bonne méthode pour lutter contre le tribalisme, c'est de s'opposer au tribalisme qui frappe les autres. Je recommence. La bonne méthode pour lutter contre le tribalisme, c'est de s'opposer au tribalisme qui frappe les autres. Ne défendez pas votre tribu, supposée, contre les autres. Défendez à qui que ce soit de s'attaquer aux autres sur la base de leur tribu. Voilà la méthode efficace. Demandez à tous ceux qui veulent s'attaquer au régime Biya uniquement à partir du principe que ce sont les bêtis qui sont attaqués. Dites-leur, sauvegardez le peuple bêti, faites tomber Biya. Le régime Biya doit tomber et le peuple bêti doit vivre. Le régime Biya doit tomber, le peuple Boulou doit vivre. Séparer Biya de ses soi-disant ethnies d'appartenance. Vous êtes Bassa, vous êtes Douala. Revendiquez le droit de nos frères et sœurs, qu'ils soient Haoussa, qu'ils soient Fulbe, qu'ils soient Tika, qu'ils soient quoi que ce soit. Revendiquez leur droit d'être en sécurité au Cameroun. Voilà une première action que je propose pour contrer la propagande infecte de M. Biya et de son suppôt Jean de Dieu Momo. Une contre-campagne, car nous avons les moyens de communication, nous avons les moyens de battre le régime Biya sur le plan communicationnel. Menons une contre-campagne de sensibilisation au fait que la lutte pour la démocratie, la lutte du professeur Maurice Kamto, la lutte qu'il incarne et qu'il dirige, cette lutte est une lutte pour toutes les populations du Cameroun. Nous avons la responsabilité de répandre ce message. Deuxièmement, il y a une deuxième action à mener. Nous avons la responsabilité de critiquer à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur de nos communautés ethniques, tout ce qui tombe dans le piège que nous tend le régime Biya aujourd'hui. Tout ce qui, à l'intérieur de nos groupes dits ethniques, même de nos associations villageoises, tombe dans le piège où Biya et Momo nous attendent, tout cela, nous devons les critiquer. Fraternellement, en leur expliquant d'abord, et fermement, en leur opposant une fin de non-recevoir sur nos supports de communication. Troisièmement, contre la manipulation de l'ethnicité au Cameroun, nous devons imposer à l'international le caractère national de notre combat. Momo a été chargé par M. Biya de dire que les ambassades envahies par les manifestants camerounais à l'étranger l'ont été par un seul groupe ethnique. Moi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, je n'ai pas eu l'opportunité d'être dans une ambassade. Je dis que je sais et je proclame avec certitude que les ambassades qui ont été envahies par les Camerounais de toutes origines ethniques et que d'ailleurs à l'entrée de ces ambassades, il n'y avait aucun contrôle ethnique. J'invite tous les activistes de la diaspora camerounaise à s'approprier aussi des messages antitribalistes. Il ne faut d'aucune façon alimenter la machine à piéger l'opposition camerounaise actuelle en tentant de l'enfermer dans un bastion ethnique. Voilà, chers amis, voilà, chers frères et sœurs, l'objectif que je me fixais dans la conférence de ce jour. Il était triple. Vous expliquer la naissance et la manipulation de l'ethnicité dans la période coloniale. Vous expliquer comment, dans le cas du Cameroun, ceux qui héritent de l'exercice du pouvoir politique, n'ayant pas la légitimité démocratique, vont récupérer la manipulation de l'ethnicité sous le nom de politique de l'équilibre régional. Et je vous ai montré que c'est une politique, en réalité, qui exploite le déséquilibre et qui nourrit le déséquilibre national. À travers, vous le savez, une soi-disant, en réalité, fabrication de binômes espions, à travers de soi-disant quotas qui en réalité sont une promotion de la médiocrité, soi-disant équilibre régional qui consiste en réalité bien souvent à choisir les plus médiocres de toutes les régions du Cameroun pour les mettre au service de la destruction de leurs frères et sœurs les plus proches.
J'ai montré enfin que la mission assurée à M. Jean de Dieu Momo dans le gouvernement camerounais est une mission ayant pour but de tenter de donner une légitimité démocratique artificielle à M. Biya en faisant de lui le défenseur de certaines ethnies contre une ethnie qu'on est en train de monter de toutes pièces, de fabriquer imaginairement de toutes pièces comme étant l'ethnie ennemie du peuple camerounais. Le peuple bamileke n'a jamais voulu prendre le pouvoir en tant que tel. Il n'y a pas une organisation politique du peuple bamileke pour prendre le pouvoir comme peuple bamileke au Cameroun. Tout cela, ce sont des fictions et ce sont des espions du régime infiltrés à l'intérieur des associations culturelles du pays bamileke qui mentent de cette façon sur le dos des gens du pays bamileke. N'oubliez pas, demain ils vont fabriquer des gens qui vont faire des déclarations et qui vont se permettre de parler soi-disant au nom de tous les bamileke, alors qu'on sait que c'est faux. Ce sont des espions du régime qui sont chargés de constituer la faute et les fautifs afin de livrer en réalité à M. Biya un angle lui permettant de se reconforter, de se reconsolider, de se réenraciner dans le pays. J'ai expliqué ce mécanisme, il ne faut pas tomber dedans, il ne faut pas tomber dans le double piège qui date de la période coloniale, qui a été repris, etc. Je l'ai expliqué, je l'espère, de manière pédagogique. Le président de la République élu, bien qu'il soit aujourd'hui en prison, le professeur Maurice Kamto a ouvert la voie que nous avons à suivre. Et voilà pourquoi j'ai conclu cette conférence en vous invitant à une campagne hebdomadaire, individuelle, de promotion du respect et de la défense de l'intégrité des citoyens par-delà leurs appartenances ethniques. J'ai dit que la bonne méthode pour lutter contre la manipulation ethnique au Cameroun, c'est de dénoncer le tribalisme appliqué aux autres. Si vous êtes Béti, dénoncez le tribalisme anti-bamileke, prioritairement. Si vous êtes bamileke, dénoncez le tribalisme anti-Peul, anti-Haoussa, anti-Béti, prioritairement. Si vous êtes Bassa, dénoncez le tribalisme anti-Douala, anti-bamileke, prioritairement. Là, vous aurez montré que vous avez compris le niveau de ruse, de méchanceté, de calcul, de perversité dans lequel ce régime veut nous prendre au dépourvu, pour en réalité se légitimer rétrospectivement en nous assignant en quelque sorte une identité ethnique comme étant notre but politique. Le professeur Kamto n'est pas l'homme d'une ethnie. Quand il a transformé le penalty, il est devenu le président élu du peuple camerounais. Si le professeur Kamto est bamileke, ça fait quoi? Est-ce que les bamileke ne sont pas les Camerounais comme les autres? Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont il va diriger le Cameroun. S'il était Peul, s'il était Mundan, s'il était Kapsiki, s'il était Tika, ça fait quoi? Les Peul, les Mundan, les Kapsiki, les Tika, ce ne sont pas les Camerounais? L'appartenance à un groupe ethnique au Cameroun, est-ce que c'est quelque chose même qui est choisi en une génération? Vous naissez, vous demandez à vos parents quelle est leur langue nationale, ils vous la parlent. Et vous vivez dans le milieu que vos parents vous offrent. Qui c'est qui décide en une génération du groupe ethnique auquel il appartient dans ce pays pour que l'appartenance ethnique devienne une fatalité négative pour les gens? Parce que le professeur Kamto serait originaire de l'un des nombreux groupes bamileke, il n'aurait pas le droit d'être président de la République du Cameroun comme n'importe quel autre Camerounais qui en a le droit. Moi, j'aime bien la belle diversité culturelle de mon pays natal. Moi, j'aime bien la belle diversité de l'Ouest Cameroun. Quand j'étais à Bafoussam et que je vivais en Djelen 4, chez mon oncle Bon Paul, directeur de la BIAOC, d'une des agences BIAOC de Bafoussam, mais j'étais content d'être Camerounais. En mangeant le bon haricot, le bon maïs, en bénéficiant de la fraîcheur du beau froid de ce pays. Ce froid qui lisse les peaux et qui fait des teints clairs, qui bâtit des femmes fortes, des hommes courageux. Et pourquoi on ne serait pas fier de cette belle diversité camerounaise? Pourquoi il faudrait même qu'on ait honte et qu'on doive se justifier d'être originaire du pays Mundan,
du pays Bassa, du pays Douala. Pourquoi il faudrait ça? Ceux qui veulent forcer les gens à rendre compte de leurs états de service ethnique, il faut que vous sachiez que ce sont des agents de prolongation du travail de sape colonial. Il faut que vous sachiez que ce sont des agents de blocage de l'expression souveraine de l'union des populations du Cameroun. Ce sont des gens qui veulent paralyser les énergies de notre peuple qui sont en éveil. Ne vous laissez pas distraire par ces gens. D'où l'idée forte de la fin de cette conférence, la campagne anti-tribalisme. J'ai dit que l'axe de cette campagne, le plus intéressant, c'est de dénoncer le tribalisme contre les gens qui ne sont pas de votre tribu. Si vous n'êtes pas des Bamileke, votre responsabilité immédiate aujourd'hui, c'est de demander à toutes les autorités politiques nationales de cesser les déclarations incitant au tribalisme anti-Bamileke. Vous devez multiplier les formes d'expression en ce sens, par vos pages réseaux sociaux, par les affichages, par des messages spots, par des appels dans les radios, télévisions, par des appels dans les émissions. Lancez les messages. Montrez que notre peuple ne tombera plus dedans. Nous sommes assez mûrs et nous savons ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est l'état de droit pour tous les Camerounais. Dans cette campagne anti-tribalisme, faisons l'effort de contempler ce qu'il y a de positif dans les groupes ethniques qui ne sont pas les nôtres et promouvons ce qu'il y a de positif dans les groupes ethniques qui ne sont pas les nôtres. Sortons de l'imposition de clichés négatifs et essayons de voir ce qu'il y a de positif. Quand vous regardez une belle femme bororo, une tresseuse bororo, grande, avec ses formidables maquillages qui font l'originalité de sa culture, regardez ce qu'il y a de beau en elle. Sortez votre appareil photo, filmez-vous avec elle, valorisez ce que le Cameroun dans sa diversité a de beau. Imposez une culture d'intégration, une culture de communion, alors qu'on veut nous imposer une culture de désintégration et de division, et nous présenter comme les combattants d'une ethnie, les combattants d'une hégémonie ethnique. Moi, je suis fier de la belle diversité ethnique camerounaise. Et j'aime et je préfère souligner, favoriser, encourager la fécondité positive de cette diversité que les clichés négatifs dans lesquels on s'enferme par la faute de certaines personnes et de certains manipulateurs ethniques. Qu'il y ait de formidables entrepreneurs au Cameroun, qu'il y en ait en pays Bamileke, c'est une chance pour le Cameroun. Qu'il y en ait ailleurs, c'est une chance pour le Cameroun. Soulignons partout à travers le Cameroun ce que le Cameroun a de grand. Faisons grandir le Cameroun par ce qu'il a de grand. Et nous combattrons ainsi mieux la bassesse, la petitesse. Nous combattrons ainsi mieux les basses manœuvres par lesquelles le régime Biya veut bloquer la lutte citoyenne actuelle et la transformer en réalité en un règlement de compte tribaliste. Proclamons, enfin, troisième idée de cette campagne antitribaliste, Jean de Dieu Momo et Paul Biya, son chef, responsables de la moindre mort pour cause ethnique. Proclamons-les responsables et maintenons leurs responsabilités dans notre communication. How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? Oh, we want freedom. Oh, we want freedom. How many people this man go kill? How many people this man go kill? My dear brothers, it was a wonderful time. I have been talking for more than 1 hour and 30 minutes for now, and my message is very clear. Don't accept to be manipulated by these people. They are using what they call regional dispatching of powers and of rules, like an argument, an ideological argument to pursue the colonial, racist and tribalistic system. We do refuse to be considered as coming from this ethnical group, from this tribal group. We are asking to be recognized first as Cameroonians, as citizens, equal in front of the same law and respected like they are human beings as full human beings
respected by the law, respected by justice, respected in education, respected everywhere. We don't have to accept them to call our elected president, Professor Maurice Kamto, to call him president of an ethnical group, the so-called Bamileke group, which is partly a fabrication, a construction, a building, a mockery of the colonial system, and which is exploited today in the speeches of this particular ugly Biya power to obtain the legitimacy that they don't have through democracy. They are using tribalism today in Cameroon to substitute their lack of legitimacy by a very artificial representativity in the country. They are not representative at all of our people. And so they are trying to invent a very fictional consensus in the country. And they don't have that consensus because our people is asking to be free. And that's why I have begun this conference by singing with my Ambazonian brothers, and I have been ending this conference by singing with my Ambazonian brothers. How many people this man gonna kill again? Fellow Cameroonians, thank you very much. Have a wonderful weekend. The struggle continues, and I have been asking to you all to struggle for a wonderful campaign against tribalism. And the best method to fight against tribalism is to denounce tribalism against people of other tribes, other ethnical groups. Firstly, before defending our supposed or so-called own tribes. We don't have to forget that the manipulation of ethnical diversity has been a weapon of the colonialism against Africans. And it is also a weapon of the post-colonial state against democracy in Africa and particularly in Cameroon. Never forget these elementary or basic truths. If you forget them, you will be manipulated. You will believe that you are genetically, ontologically different from your brother, your sister, only because he is born in another family, because he's born in another area, another region, while you all people are under the same dictatorship. It is time now to struggle together for a new federal Cameroonian Republic respecting our basic freedom and liberties, and we have to unite with our president. The most legitimate president we can have today is His Excellency President Maurice Kamto. He is prisoner, but he is the chief of our struggle. And we have to recognize him, to unite our struggle, our fight, and to obtain the true Cameroonian democratic sovereignty. Thank you very much. Have a wonderful day. Thank you. May God bless Cameroon. Que Dieu bénisse le Cameroun. Au revoir. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous, à travers le Cameroun, l'Afrique, le monde. Merci. Et à bientôt. À bientôt pour nos vidéoconférences. Je vous remercie de votre confiance et du partage de cette information. Thank you. Thank you, brothers and sisters. See you soon. And particular thanks to Rose Moto from United States of America, who has been giving me some very wonderful advices concerning this conference. Some very wonderful ideas. I thank you so much, my dear Rose. Bye.